Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Otium, le podcast du jeu de rôle et de ses messages, présenté par Brocknar et moi-même, Locus. Salut Brocknar. Salut Locus. Aujourd'hui, est-ce que tu as des remerciements à faire, Brocknar? Non, aujourd'hui j'ai pas de remerciements à faire, je vais te laisser les faire. Oui, je vais remercier les personnes qui sont peu nombreuses, il faut le dire, qui nous ont fait des retours sur l'épisode retour qu'on n'a pas encore lu, parce que c'est des longs retours à nouveau. Et puis aussi sur le dernier épisode sur l'OSR. Ouais, merci. Et puis désolé pour le décalage de sortie, hein, ça a été un peu l'enfer de la post-prod et des maladies sur l'épisode précédent. Du coup, ça fait 2 épisodes en décembre, c'est très bien aussi. Et un coucou depuis la post-prod. L'épisode est évidemment pas sorti en décembre finalement, puisque la fin de l'année et le début de celle-ci est encore plus merdique pour moi et Locus. Donc ça sort en mars. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir reprendre le cours normal de diffusion. On verra. J'en profite d'être là pour vous annoncer que, à peine ouvert, le Discord va fermer ses portes. Et à la place, nous avons ouvert un serveur Stout, dont le lien sera sur le link stack et certainement dans cette vidéo en description. Voilà qui est dit, on peut reprendre le cours de l'épisode enregistré en décembre. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, puisque nous accueillons Sandrone. Bonjour Sandrone. Et bonjour. Donc Sandrone, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Non, je vais devoir Merci. prendre du temps. Non, je plaisante. Est-ce que je peux me présenter succinctement? Oui, bah écoute, Sandrone, Julien, je suis joueur de jeux de rôle depuis beaucoup trop de temps, MJ évidemment, auteur, podcasteur. Voilà, je crois que ça couvre à peu près toutes mes activités dans le domaine. Le tout globalement en indépendant ou en amateur selon le point de vue. Et puis voilà quoi, donc j'ai enregistré pas mal, j'ai enregistré et participé à pas mal de podcasts différents, fait des vidéos, j'ai une chaîne YouTube actuellement qui est un peu morte en ce moment mais qui va revivre bientôt sur le jeu solo, donc des parties de jeux solo avec explication des différents jeux. J'ai un podcast en cours dont un épisode va sortir bientôt, qui s'appelle Changer d'angle, hein, qui est le dernier projet que j'ai dans ce domaine-là, qui est donc un podcast dans lequel on va examiner un aspect d'un jeu de rôle qui a changé la façon de voir le jeu de rôle de mes invités. Voilà. Et donc on essaye d'explorer comme ça pas mal de thèmes. Il y a actuellement 6-7 épisodes qui sont sortis et il y en a un qui va sortir bientôt. Voilà. J'écris des jeux aussi. Le dernier que j'ai sorti c'est un recueil de 3 jeux qui s'appelle Histoire de monstres. Donc des jeux solo. Trouvez ça sur sandrone.h.io si ça vous intéresse. Voilà, comme ça j'ai tout dit et on va pouvoir parler de ce qui est intéressant. Très bien, on vous mettra tous les liens en description. Merci pour cette présentation. Et on va introduire le sujet du jour. Donc voilà, on avait décidé de t'inviter parce qu'on pensait que c'était pertinent de le faire pour parler du sujet du jour, qui est donc l'autorité narrative en jeu de rôle. Et sa définition, comment elle se répartit dans différents dispositifs de jeu, etc. Voilà. On verra. C'est un sujet assez large, je reconnais, donc je pense pas qu'on sera exhaustif. On va pas tout couvrir, on va trouver des petits points d'entrée et creuser ce qui nous intéresse sur le moment. Ça a l'air improvisé comme ça, mais on a un plan. Oui, je précise aussi, comme c'est un contenu qui risque d'être un petit peu théorique, et qu'on nous avait fait des retours à une époque sur l'accessibilité et les termes qu'on utilise, bah voilà, je vous enjoins tous les deux à, si vous utilisez des termes un peu spécifiques, un peu jargonnants, à essayer de les définir un peu simplement. Eh bien, pour ça, j'ai ouvert sur une page web en face de moi le wiki du Café Nonobstant, Oui. qui regroupe quand même beaucoup de définitions hyper intéressantes de ce point de vue-là. Donc, pour les auditeurs auditrices qui seraient intéressés, n'hésitez pas, il y a plein de points de théorie qui sont expliqués dans des petits articles sur ce support-là. Ouais, excellent wiki. Très bien. Donc, ben, on va commencer simplement. Pour toi, qu'est-ce que c'est, Sandrone, pour toi, la définition de l'autorité narrative en jeu de rôle? La première définition relativement simple, c'est de se demander qui va décider ou qu'est-ce qui va décider de ce qui va intégrer la fiction qu'on raconte euh, pendant une partie de jeu de rôle, qu'on crée et qu'on raconte pendant une partie de jeu de rôle. Voilà. Qui a l'autorité là-dessus? Qui va
décider si un élément qui est prononcé à la table, une proposition, pour reprendre le terme de Romain Briand, en général, d'ailleurs, en termes général, quand on fait une proposition autour de la table, par exemple, je sais pas, je veux aller fouiller dans le coffre au fond de la pièce. Voilà. Pour revenir sur votre histoire d'OSR du dernier podcast. Je veux aller fouiller dans le coffre au fond de la pièce. Qui a l'autorité de dire qu'il y a un coffre, que mon personnage peut aller fouiller, que mon personnage décide d'aller fouiller, et de ce qui va se passer ensuite, de ce qu'on va trouver dedans, etc. C'est-à-dire que je fais une proposition, est-ce qu'elle va être intégrée à la fiction ? Parce que dans certains jeux, il faut que j'attende que le meneur de jeu me dise qu'il y a un coffre au fond de la pièce pour aller le fouiller. Dans d'autres jeux, je peux directement dire je veux aller fouiller le coffre au fond de la pièce, alors que personne n'a parlé du coffre au préalable. Ce qui me donne une certaine autorité sur la fiction, sur la narration. D'autre part, c'est plus subtil que ce qui pourrait y paraître, parce que même dans un jeu où le MJ m'a dit qu'il y avait un coffre, ou plutôt dans un jeu où le MJ dit d'habitude qu'il y a un coffre, je pourrais lui dire est-ce qu'il y a un coffre dans cette pièce ? À partir du moment où je pose la question, où je demande s'il y a un coffre dans la pièce, le MJ va devoir valider ou non. Donc c'est lui qui a l'autorité parce qu'il valide en dernier recours, mais c'est moi qui ai l'autorité aussi puisque j'introduis quelque chose dans la fiction par ma demande. Donc c'est effectivement un sujet hyper vaste, quoi. Voilà. Ok, j'ai déjà envie de réagir à ce que t'as dit. Il y a un présupposé là-dedans qui je trouve est important. Je pense que c'est relativement évident pour les gens qui pratiquent le jeu de rôle, mais je préfère le préciser quand même. C'est-à-dire que le contenu fictionnel dont tu parles, qui est un peu mouvant, enfin malléable, comme dirait Romaric Briand, etc., mais peu importe, il a besoin d'être validé parce que c'est sur le contenu fictionnel passé que s'appuie la suite de l'histoire. Parce qu'il y a souvent ce présupposé en jeu de rôle, je sais pas si c'est vrai pour tous les jeux de rôle, il y a peut-être des jeux de rôle qui le permettent, mais on revient rarement sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire ce qui s'est passé et qui a été validé, a priori, on va pas le changer. Ça, j'ai remarqué ça. Ce serait bien, il y a peut-être des jeux qui font pas ça. Et Alors, si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir, mais j'ai l'impression que les rôlistes n'aiment pas trop faire du retcon, comme on dit, c'est-à-dire revenir et corriger ce qui a été validé. en fait, ça c'est la théorie. En pratique, quand tu observes une partie de jeu de rôle, ces genres de choses arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours en train de se dire attends, est-ce que ça c'est ok ? Qu'est-ce que tu avais dit sur le coffre là ? Ouais, il y a un coffre ou pas ? Je sais plus, raconte-moi, etc. En fait, on fait des allers-retours tout le temps, ce qui me fait dire moi que le côté malléable, le côté tolérant par rapport à la cohérence et à la continuité du jeu de rôle est quand même très très haut. Je pense, tu me parles de jeu, je pense. Il y a un jeu, par exemple, qui m'a marqué là-dessus, parce que dans son principe, on abandonnait toute cohérence. C'était Dragonfly Motel de Thomas Munier, en tout cas dans sa toute première version, où on se laissait inspirer par le moment, par la musique qu'on avait, parce que c'est un jeu dans lequel il nous avait demandé de mettre de la musique chacun de notre côté, différente potentiellement, etc. Et donc, là, il n'y avait pas besoin de cohérence, il n'y avait pas besoin de s'appuyer sur ce qui a été dit, mais c'est un contexte particulier. Si on revient et qu'on négocie en permanence ce qui a été dit dans les éléments précédents, alors parfois c'est très fluide, il n'y a pas besoin, ça dépend aussi de l'autorité ou de l'insistance de ce qui a été dit ou de l'importance de ce qui a été dit auparavant, mais le fait de reprendre les éléments précédents et donc, comme tu disais, de s'appuyer sur le contenu fictionnel passé pour construire l'actuel et celui qui viendra ensuite, c'est quelque chose qui va permettre de renforcer assez considérablement, de mon point de vue, ce qu'on pourrait appeler la solidité ou la vraisemblance du monde qu'on construit ensemble, parce qu'on ne peut jamais tout dire sur la situation dans laquelle les personnages ou l'action ou le jeu se passent. Donc, on fait des raccourcis, on imagine par morceaux, et très souvent, on a besoin d'ajouter des choses pour compléter cette image. Donc, réutiliser les éléments qui ont été donnés par les autres personnes à la table, c'est un moyen d'assurer qu'on synchronise un peu nos images de ce qui se passe dans la fiction, et de ce point de vue-là, de pouvoir la rendre plus solide. Voilà.
Sans compter qu'il y a des choses qu'on oublie aussi, il y a ça aussi. Ah bah complètement, bien sûr, oui, tout à fait. Je parlais de ça aussi parce que j'avais eu une expérience, je sais pas si on peut la qualifier d'heureuse ou malheureuse, mais en tout cas j'avais eu une expérience où je menais une partie et on a joué une séquence, bon, qui est arrivée comme ça, mais personne n'en était satisfait. Vraiment personne, ni moi, ni les joueuses. Et donc j'ai proposé de dire, bah, on rembobine, tant pis, on revient avant la séquence et on joue différemment, on branche. Et en fait, toutes les joueuses ont refusé. Ok. Voilà. Il n'y a pas de jeu qui utilise ça comme une mécanique, de dire on avance dans l'histoire et en fait, d'un point de vue diégétique enfin intradiégétique, on peut réécrire ce qui a été fait volontairement en connaissance de cause. C'est-à-dire que faire des espèces de voyages dans le temps, en arrière, de retour vers le passé, du coup, très court. Tu vois, au-delà peut-être de certaines mécaniques de magie qui pourraient le permettre. Voilà, mais est-ce qu'il y a des jeux dont c'est le cœur du système? C'est une vraie question, ça vient de me venir à l'esprit. En fait, pour moi, je ferais déjà une différence fondamentale quand tu parles de magie. Il y a une grosse différence entre un jeu qui se base sur l'idée de voyage dans le temps, par exemple, et dans lequel tu peux faire ça, mais finalement, du point de vue du personnage, les événements que tu corriges, ils ont eu lieu, mais tu reviens en arrière pour les corriger. Donc, finalement, t'as pas vraiment changé l'histoire. T'as changé la chronologie, mais t'as pas changé forcément l'histoire. Donc, il y a déjà ça. Après, je suis sûr qu'il y a des jeux qui font ça. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête à ce moment-là. Il y a des systèmes il y a pas mal de jeux qui ont des systèmes d'édition narrative. Tu as des petits systèmes qui vont marcher comme ça. Tu prends par exemple, c'est un petit peu une tangente, mais tu prends Blades in the Dark avec tout son système de préparation où tous les jeux qui ont des caractères d'équipement non définis. Tu vas pouvoir dire, tu es dans une action, tu es en train de faire quelque chose, et tu vas introduire un élément qui n'était pas du tout prévu au préalable, tu vois. Donc ça s'en rapproche un peu de cette histoire-là. Mais là, j'ai pas d'idée fulgurante de jeu qui ferait ça. Je regarde ma bibliothèque, hein, mais j'ai rien qui me vient en tête. Je pense que c'est hyper intéressant, cette idée. Ça me reviendra peut-être plus tard, en tout cas. Ok, donc c'est juste pour soulever le point. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Et ça donne envie de faire plein de trucs. Ouais. Plein d'idées. Alors, en fait, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un jeu qui s'appelle Itrasby. Donc un jeu surréaliste dans une cité imaginaire. Ce jeu marche avec des cartes d'événements que tu vas pouvoir tirer. Et je me souviens d'une scène qui avait été absolument extraordinaire, dans laquelle on tire une carte qui nous dit de décrire chacun et chacune à la table un avenir immédiat possible d'une situation donnée. Et on a un peu une espèce d'ouverture des possibles dans laquelle on va choisir un chemin, en fait. C'est-à-dire que la personne qui a tiré la carte va ensuite choisir l'avenir qui se concrétise parmi les 4-5 qui ont été décrits. Et ça, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que ça te fait des effets cinématographiques, des effets de narration qui sont hyper intéressants. Je peux conseiller, pour jouer avec toutes ces histoires-là, ce qu'avait fait Thomas Munier, justement, jouer avec le vertige logique qui permet de briser la continuité, de jouer avec des flashbacks, de jouer avec des flash-forward, et je ne sais plus les noms en français, mais des figures de style correspondantes, mais disons de se projeter dans l'avenir ou dans le passé, même si c'est pas forcément du point de vue du personnage, mais pour enrichir la narration. Ouais, là, tout ce dont on parle là, c'est beaucoup des choses soit intradiégétiques, soit qui répondent à un jeu esthétique. Par exemple, quand tu parles de Blades in the Dark, ça reprend les codes alors, surtout des films, peut-être ça vient d'un autre média, je sais pas, mais surtout des films de casse. Et dans les films de casse, tu as ce principe de flashback, de rebondissement, etc. Donc c'est pas le cas que je décrivais. Le cas que je décrivais était un vrai retcon méta, quoi. On allait annuler finalement la partie qu'on avait eue, mais pas seulement la fiction, aussi tous les aspects méta, les aspects sociaux de la partie, pour refaire un truc, et c'est ça qui a été refusé en l'occurrence. J'apportais juste cette précision, hein, mais histoire d'avancer aussi un peu, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la définition que tu donnais, tu disais qui ou quoi a l'autorité. Donc effectivement, là on a surtout parlé de personnes,
et des décisions qui pouvaient être prises. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui peut décider du contenu fictionnel dans le jeu de rôle, et cette chose, c'est le système, disons les mécaniques, pas le système très élargi au sens forgien qui prend en compte tout ce qui se passe à la table de jeu, parce que là, évidemment, les gens en font partie, mais vraiment les règles de jeu, les mécaniques de jeu, etc. Oh bah, ça ouvre énormément de discussions possibles, notamment sur les pratiques de jeu. En fait, moi, ça me renvoie à la notion de respect des règles de jouer by the book ou pas, en fait. Est-ce qu'on va respecter strictement les règles qui sont inscrites dans le bouquin ou le support qui nous sert pour créer la partie, ou est-ce qu'on va s'en détourner? Pourquoi est-ce qu'on s'en détourne ou pourquoi est-ce qu'on respecte, hein? Est-ce que c'est par oubli, par erreur, ou est-ce que c'est par volonté propre? C'est des choses très intéressantes parce que ça met en lumière pour moi les éventuels conflits autour de l'autorité qu'on va pouvoir avoir. Et notamment le conflit de base qui est conflit entre ce que dit quelqu'un à la table qui a ou non une autorité importante et ce que dit le bouquin et s'il a ou non une autorité importante. Donc, comment on répartit cette autorité? Est-ce qu'on a finalement une illusion d'autorité parce que c'est toujours la même personne qui va décider à la fin ou pas? Voilà. Il y a une question aussi, je trouve, un autre angle pour voir ce truc auquel j'avais pensé il y a longtemps. J'avais écrit un petit article là-dessus sur mon blog. J'avais dit qu'il y avait quelque chose aussi à regarder du côté de l'autorité. C'était pas seulement les composantes situées dans le triangle un peu tradit, on va dire, MJ, PJ, système. C'était pas seulement ces trois composantes séparément, mais c'est aussi qui a accès au système en réalité. Parce que souvent dans le jeu tradi, on dit on utilise un système, mais en réalité c'est surtout le meneur qui utilise le système. C'est-à-dire, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, je dis pas, mais c'est souvent lui ou elle qui connaît les règles et qui va réclamer peut-être des jets de dés ou qui va décrire les conséquences. Je parle pas de conséquences narratives, mais celles qui ça peut être narrative, les conséquences qui sont décrites par les mécaniques, on va dire. Et donc en réalité, on se rend compte que le système, on n'est pas dans le dispositif tradi. Il faudra en reparler après. On reparlera des dispositifs vite fait. Les participantes ne sont pas à égalité, je trouve, pour accéder et utiliser le système de jeu. C'est pas vraiment une question, je sais pas, c'est plus un commentaire. Je réfléchis à ce que tu dis parce que c'est encore une fois, on va confronter. De toute façon, on est toujours en train de faire ça en jeu de rôle, mais on confronte ce qui se passe effectivement autour de la table, qui est formé par les habitudes autant que par le système sur lequel on se base, le support sur lequel on se base pour créer la partie. Donc, effectivement, en fait, c'est assez rare, ça existe, mais c'est assez rare les jeux où on va dire seul le meneur ou la meneuse de jeu a accès au système et vous autres, vous parlez et puis c'est une seule personne qui gère tout, quoi. Il y a des jeux qui donnent des bouts de système à gérer à des personnes particulières à table et du coup c'est difficile de faire des généralités là-dessus parce qu'effectivement, il y a plein de parties qu'on peut observer dans laquelle, oui, bah, en fait, il n'y a que le meneur, la meneuse de jeu qui s'est intéressé aux règles, qui les gère. Et du coup, dans les échanges qu'on peut observer à table, il y a beaucoup de questions sur est-ce que je peux faire ça? C'est quoi la règle pour ça? Est-ce que il y a d'autres parties où, au contraire, le meneur ou la meneuse n'est pas du tout l'expert règle, l'expert système, mais plutôt la personne qui va se concentrer sur l'animation de la partie. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a d'autres gens à table qui peuvent prendre le relais, quoi. Et il y a aussi des conflits, évidemment, entre les souvenirs qu'on a des règles et les règles effectives et tout ce qui va autour. Mais à mon sens, dans mon expérience, qui a ses limites, hein, bien sûr, mais ce que tu décris là, c'est quand même plus rare comme cas. Moi, j'ai l'impression que quand tu te places dans une configuration vraiment traditionnelle, souvent, bah, c'est quand même le meneur ou la meneuse qui a lu les livres et qui va transmettre aussi
les règles, qui du coup va être la référente sur le système, etc. C'est aussi dû, je le précise, c'est pas forcément une volonté. Pour l'instant, pour l'instant, ça viendra peut-être après. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. C'est-à-dire, c'est peut-être, je dis pas que c'est parce que la meneuse veut absolument être tyrannique et garder gatekeeper le système et les livres, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une question de matériel à ça. C'est-à-dire que il y a certains jeux, alors il y a des jeux plus petits et moins chers, mais il y a certains jeux, c'est vraiment pas réaliste et c'est pas ce qu'on constate dans la réalité que chaque participante achète son exemplaire et lise son exemplaire, quoi. Donc, voilà, je suis pas sûr de... Ce que tu décris, je l'ai vu et je l'ai même vu proposé dans des livres, et même les plus vieux jeux, j'ai envie de dire, proposent ça, puisque Donjons et Dragons, t'as un livre des joueurs, littéralement, donc on suppose que c'est pour le donner à lire aux joueuses. Faudrait voir en pratique combien le font, mais voilà, donc il y a effectivement des jeux qui proposent ça aussi, de répartir les fonctions, d'avoir un expert, une experte des règles, un animateur, une animatrice, des choses comme ça. Mais c'est quand même souvent plus dans des jeux, justement, qui ont un dispositif où il n'y a pas forcément de meneuse aussi, quoi. C'est mon impression. Moi, je me méfie un peu de... Je suis d'accord, hein, globalement, je suis assez d'accord avec tout ça. Je me méfie quand même beaucoup de l'expérience personnelle, parce que, par exemple, la mienne oui. est forcément biaisée parce que j'ai tendance à jouer à des jeux tradis, mais pas que à des jeux tradis, et à pas forcément jouer aux jeux traditionnels de la façon dont on y jouait, ou j'y jouais il y a plusieurs années avant de découvrir la variété qu'on pouvait trouver dans le jeu de rôle, quoi, dans la façon de jouer au jeu de rôle. Donc je m'en méfie un peu, et on n'a pas d'études. Je sais aussi qu'on est souvent surpris par la façon dont jouent les gens qui jouent de manière isolée. Il y a tout un public qui parle sur Internet de sa pratique, donc ça c'est un pan auquel on a un peu accès. Mais il y a aussi tout un public qui va pas sur Internet, qui joue pas spécialement en club, mais qui joue de son côté. Et dans ce cas-là, comment jouent ces gens-là ? Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, dans la majorité des cas, pour des raisons d'investissement et de motivation, et d'habitude, tout est concentré. J'irais même dire beaucoup trop de choses sont concentrées sur une figure centrale d'autorité que serait meneur ou meneuse de jeu. Ouais, ça rejoint un peu le problème de la transmission, en fait, parce que c'est aussi parfois, c'est simplement comme ça, parce que c'est comme ça qu'on te l'a montré. Et même si après tu te détaches de là où tu as appris ou de là où on t'a montré, tu as tendance à reproduire ce qu'on t'a montré de manière assez simple, en fait. Oui, et je pense que c'est accentué avec Internet, et avec... c'est pour ça que des gens tels que nous, alors, toute proportion gardée, hein, on a une certaine responsabilité dans ce qu'on dit là-dessus aussi. Donc, et de la manière dont on décrit nos expériences de jeu, etc. Donc t'as raison, ouais, les expériences personnelles sont ultra biaisées, bien sûr. Après, est-ce que tu vois, le JDR immergé, on va dire, est-ce qu'il est si différent de ce qu'on voit, est-ce qu'il y a énormément de pratiques différentes qu'on ne voit pas? Je sais pas. J'ai du mal à imaginer non plus ça existe, hein, forcément, mais de nos jours, avec Internet et la manière de se renseigner sur le jeu de rôle et de regarder, pas seulement on pense facilement aux actual play, mais je pense pas forcément à ça. Je pense à tous les articles de blog, les tutoriaux, les vidéos de conseils, etc. Il y a tellement de gens qui les regardent pas. Tu penses? Ouais. Ah oui, j'en suis certain. J'en suis persuadé. Mais quand tu veux te lancer aujourd'hui, tu penses pas que quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de rôle aujourd'hui, il regarde pas ça un petit peu? Ça dépend des gens, mais oui. Non, mais après, je veux pas dire que ce que tu dis ne reflète pas la réalité. Je dis juste, méfions-nous, parce qu'il y a toujours des trucs surprenants dans la façon dont les gens jouent. Moi, je me souviens, il y a quelques années déjà, dans une période où j'avais pas trop de gens avec qui jouer autour de moi directement, je rejoins un club de jeux de rôle. Et il y a un truc qui m'a marqué, qui est un petit peu en rapport avec l'autorité d'ailleurs, dans les pratiques des gens qui jouent dans ce club-là, que j'avais jamais vu auparavant, tu vois, autour d'une table de jeu. Alors, quand les joueurs et les joueuses du club décrivent les actions de leurs personnages, ils les décrivent au futur. Ils disent, j'irai, pour reprendre mon histoire du coffre, j'irai voir le coffre au fond de la salle.
Moi, j'ai eu l'habitude de jouer en disant, bon, bah voilà, je vais voir le coffre au fond de la salle, de parler au présent, tu vois. D'acter ma volonté sur mon personnage et de considérer que je fais mon action. Éventuellement, on va faire un retcon si le MJ dit, non, mais attends, tu peux pas, parce qu'en fait, il y a une rivière de lave au milieu. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Donc, je vais commencer d'abord par me gérer cette rivière de lave, etc. Mais j'ai toujours joué en disant, je fais ou, à la rigueur, mon personnage fait. Et là, c'était toujours j'irai voir, je ferai, il fera, en parlant du personnage, ou elle fera. Et comme si c'était, je savais pas si c'était vraiment du futur, du conditionnel. Est-ce que c'est parce que ça attendait la validation du MJ pour qu'on prenne acte de l'action ou pas? C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment un petit détail. Mais et puis ça change rien quand tu joues en fait. Hein. Au final, j'ai pas l'impression que ça changeait grand chose dans la façon de jouer. C'était juste du vocabulaire. Mais j'avais été hyper surpris de voir cette espèce de généralisation de cette façon de jouer dans ce club-là, parce que tous les gens avec qui j'avais joué dans ce club-là jouaient comme ça en fait. Voilà, donc c'est juste une illustration de la diversité qu'on peut parfois trouver sur un micro point de détail qui va pas du tout invalider ce que tu disais, mais pour rajouter un peu de profondeur. Ouais, il y a le fait d'exprimer... il y a effectivement cette manière de jouer où les joueuses, elles expriment leurs intentions, en fait. Et ces intentions, elles sont... voilà, validées. Effectivement, si tu les exprimes au futur conditionnel, c'est un peu plus... tu te places vraiment en position d'attendre d'être validé. Peut-être si tu parles au présent, peut-être tu te places en position éventuellement d'être corrigé. Voilà. Mais oui, ok. Effectivement. C'est peut-être encore un truc installé à nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, installé par un MJ, un MJ ou une MJ, alors plutôt un MJ Probablement. à un moment, et qui après par transmission de ceux qui sont est resté comme ça. C'est rigolo. Est-ce qu'on a plus de choses à dire là-dessus, ou est-ce qu'on peut parler un peu des différents dispositifs, justement, ce qu'on appelle différents dispositifs de jeu? Bah, si on parle des dispositifs, ça veut dire qu'on va aborder la question de la répartition de l'autorité. Et ça, c'est effectivement un point important à mon avis. Bah, parlons-en alors, parce que en plus ça va permettre, je pense, de donner des exemples concrets. Ce sera plus facile pour la suite. Si on parle pas de dispositif et qu'on continue à parler de l'autorité, comment elle se répartit, ça va être très très abstrait. Donc oui. Voilà. Un dernier truc sur lequel je voulais revenir avant de passer là-dessus. Le terme d'autorité, il est impressionnant. On a l'impression qu'on est en train de dire que autour de la table, il y a des gens qui seraient dépositaires de l'autorité et que d'autres pas. Et donc, finalement, il y aurait que certaines personnes qui seraient capables de jouer et que d'autres pas. À mon avis, c'est une erreur, puisque cette autorité, elle est beaucoup plus douce, entre guillemets, ou en tout cas variée, et mouvante que ce qu'on peut penser. Notamment, c'est pour ça que je rappelais le fait qu'on négocie en permanence, au final. Ah, c'est super que tu dis ça. Alors, là, si on voulait passer à la suite, c'est pas gagné parce que je vais réagir là-dessus. Ouais, écoute. Et donc ici, tu discutes avec deux anarchistes. Et ma vision là-dessus, c'est que l'autorité, elle peut être problématique en elle-même. C'est-à-dire si je caricature, je caricature à dessein, il n'y a pas d'autorité douce. Donc, parce qu'il faut quand même qu'on raccroche les wagons et qu'on parle un petit peu de politique, c'est notre sujet ici. Quand je disais douce, je voulais dire négocier. À partir du moment où quelqu'un désire exercer une autorité sur d'autres gens à la table, c'est difficile d'être doux, à moins que ce soit consenti. Mais si c'est consenti immédiatement, est-ce que c'est vraiment une autorité, etc. Oui, c'est marrant que tu parles de consentement, parce que c'est immédiatement ce que j'ai pensé quand j'ai voulu critiquer ta notion d'autorité douce. C'est qu'en fait, c'est un jeu. Donc le principe du jeu, c'est on fait monde à part, on entre dans un espace qui a ses propres règles. Et alors, c'est malheureusement pas toujours le cas en jeu de rôle, puisqu'en jeu de rôle, il y a de l'émergence et on ne peut pas savoir à l'avance toujours exactement dans quoi on met les pieds. Ça pose d'autres problèmes vis-à-vis du consentement. Mais
du coup, oui, quand on entre dans cet espace, on consent à se plier, entre guillemets, à ces règles. Et de ce point de vue-là, c'est une forme d'autorité qui est consentie et qui, évidemment, est moins problématique qu'une forme d'autorité qu'on pourrait qualifier, je sais pas, d'oppressive, qui n'a jamais été choisie, etc. Et qui est évidemment celle qui est contre laquelle se dressent en général les anarchistes. Il s'agit pas de dire, en tout cas en tant qu'anarchiste, mon propos c'est pas de dire oui bah jouons au foot au basket mais sans les règles quoi. C'est pas, enfin je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Donc c'est, ou même sans se soumettre à l'autorité d'un arbitre. J'ajouterais aussi que quand je parle de cette négociation, je ne nie pas non plus la quantité de situations et de parties et de tables et de groupes dans lesquels il y a une autorité très forte, tyrannique, de la part de certains meneurs, meneuses de jeu ou certaines joueuses. Parce qu'il ne faut pas... Enfin, quand on parle de jeu de rôle et quand on parle de règles de jeu de rôle et quand on essaye de parler de théorie, de comprendre ce qui se passe autour d'une table de jeu pendant une partie, on a souvent tendance, et c'est normal parce qu'il faut restreindre le problème dont on parle, à mettre de côté les relations sociales autour de la table. Ouais. Et en fait, dans le thème de l'autorité, ces relations sociales sont à mon sens extrêmement importantes. Ouais. Dans à la fois le bien qu'elles apportent. En gros, tu as quelqu'un de trop tyrannique, les gens vont dire bon écoute c'est bon, on arrête, on s'en va quoi. Et dans l'emprise que certaines personnes peuvent avoir sur d'autres, etc. etc. quoi. Oui, ça conteste ce que je dis, et je pense à propos. C'est un bon contre-argument. C'est-à-dire que la vision dont j'ai parlé de faire monde à part, c'est une vision théorique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas vraiment monde à part, on est toujours nous-mêmes quand on joue, même si on interprète des rôles. Il y a une forte part de nous-mêmes. Ce qu'on fait dans la fiction à la table nous affecte en tant que personne réelle et vice-versa. Et évidemment, il y a des dynamiques, je sais pas si domination c'est peut-être un peu fort, des dynamiques sociales, on va dire, des dynamiques de groupe, d'autorité, qui peuvent être de tas de natures différentes. Et ces dynamiques, qu'elles soient à la table ou en dehors de la table, elles se nourrissent entre elles, évidemment. Et tu parlais de participantes en général, bon ça peut être des meneuses ou des meneurs en particulier, qui peuvent un peu, tu disais tyrannique, qui peuvent un peu abuser de l'autorité. Et le gros problème, selon moi, bon, quand ça se passe dans le jeu, c'est une chose, mais des fois, on sait aussi que bah, ça peut déborder en dehors, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit mieux perçu le fait que tu sois bon, il faut partir, hein, si c'est le cas, si c'est votre cas, une table de jeu, partez. Mais quand t'es en permanence réprimé dans ce que tu peux faire à la table de jeu, bien sûr, ça a un impact sur ta personne réelle, même si c'est, je veux dire, c'est agréable. Je pense pas que les gens se disent, oh bah c'est mon personnage, ça va. Pour moi, c'est agréable. Voilà. Donc. T'as précisé à la table de jeu, c'est valable partout. Hein. C'est pas que à la table de jeu. Hein. Si dans le taf t'es réprimé en permanence, barre-toi. Si dans ton couple, dans tes histoires, c'est plus complexe. Ouais. J'entends bien, mais oui. Faut peser la table de jeu. T'as pas besoin de. Mais idéalement, t'as pas besoin de rester à la table de jeu pour manger, quoi. Ouais, d'un point de vue idéaliste, si t'es trop réprimé et que ça te pèse, faut chercher une solution pour se barrer. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Forcément, c'est l'idéalisme. Oui, c'est d'autant plus facile à dire qu'à faire si on se recentre un petit peu sur le jeu, qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations pas super parce qu'ils n'ont pas d'autres groupes de jeu avec qui jouer. Quoi. Ouais. Donc, tu as une espèce d'isolement, entre guillemets, ou de facilité à trouver des gens pour jouer qui rend les discussions parfois... comment dire, très idéaliste quoi, par rapport à la situation réelle, même si je suis d'accord et qu'à mon avis, il vaut peut-être mieux, d'autant plus depuis l'avènement du jeu solo, jouer, éviter de jouer dans des situations qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue humain. Quoi. Voilà. Ouais, ça peut être difficile à vivre aussi, puisque oui. ça fera une bonne transition si on veut parler des dispositifs de jeu. Ça peut être difficile à vivre, je trouve, quand t'es, ce qui est mon cas, souvent, meneur dans un dispositif tradi, parce que tu te dis oulala, j'espère que les gens osent me dire si ça va pas, quoi.
Bon, il y a des moyens de contrer ça, hein, des fois je leur demande aussi. Mhm. Mais du coup, c'est aussi, tu vois, pour moi, ça c'est un problème du dispositif tradi et de l'autorité qui est placée dans ce dispositif-là. Alors pas tous, euh, entre les mains, en l'occurrence du meneur. C'est que tu dois... ça crée des sortes de, je sais pas comment dire, de charges ou de stress supplémentaires de se dire oulala, comme j'ai cette autorité à la table de jeu, peut-être les personnes n'osent pas me dire telle ou telle chose. Voilà, c'est une angoisse que j'ai souvent, alors que bah je joue avec des gens que je connais bien, qui sont des amis, qui en général, quand il y a un problème, ils me le disent, quoi. Tu vois, on n'a pas du tout une dynamique où quand je discute avec eux. Ils osent me dire les choses, je suis pas quelqu'un de spécialement impressionnant pour eux, et tant mieux. Euh, mais bon, voilà, je commence déjà, je prends de l'avance parce que je critique déjà le dispositif tradi, on n'a pas parlé des dispositifs, mais voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on choisisse de quoi on va parler, effectivement. Donc si on reste sur le côté principalement la façon dont les parties s'organisent, la façon dont on joue au jeu de rôle, et pas sur les dynamiques plus globales de groupe, même si forcément on y reviendra, on peut parler des dispositifs, ça permet de se poser une base intéressante. Ouais. Ok, bah je te laisse faire peut-être nous lister. Je sais pas si on peut faire des listes, mais la gauche qui fait des listes. La liste est intéressante parce que justement, ça donne des idées de ce qui a déjà été fait et de ce qu'on peut essayer de faire autrement. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un dispositif de jeu ? Moi, ce que j'appelle un dispositif de jeu, c'est la façon dont on va poser les éléments qui permettent de jouer. C'est-à-dire, alors on va laisser de côté les règles de ce qu'on pouvait appeler autrefois les règles de simulation ou ce genre de trucs. Les règles. Dispositif, ça va être comment on organise la partie autour de la table. Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée de gérer... qu'est-ce que chaque personne est chargée de gérer ? Voilà. De manière très générale, je pourrais dire ça comme ça. Dispositif traditionnel, pour moi, il se résume à 3 éléments. On a un meneur ou une meneuse de jeu qui va concentrer énormément de responsabilités et d'autorité sur elle. On a des joueuses qui vont avoir une autorité aussi, mais sur leur personnage, quasiment exclusivement, avec les nuances qu'on a introduites précédemment. Et on a le 3e élément pour moi, c'est la présence d'un scénario qui va encore plus figer tout ça et qui va donner une autorité supplémentaire sur la fiction, parce qu'il y a des choses qui sont prévues, il y a des choses qui doivent se passer, il y a des situations qui sont déjà posées. Et pour moi, ça fait partie du dispositif tradi. Alors ça, c'est très personnel. Le fait d'ajouter le scénario, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Si on se concentre sur les personnes, bah voilà, dispositif tradi, c'est meneur de jeu puissant, joueurs et joueuses, plus en réception et plus... ouais, c'est ça, en réception et en réaction. Voilà. Même si il y a évidemment plein de variations. Peut-être que c'est ça qu'il faut dire sur les dispositifs. Là, on décrit un petit peu des points extrêmes. Il y a évidemment tout un continuum de façons de faire et de distribution de cette autorité. Deuxième façon de faire, ce qu'on va appeler des jeux sans meneur, ou ce que certaines personnes appellent tous meneurs, dans lesquels on va jouer avec une position d'autorité équivalente pour toutes les personnes autour de la table. Encore une fois, très théorique, parce qu'il y a les gens qui connaissent le jeu, les autres qui ne connaissent pas. Mais c'est le principe. Il n'y a pas de personne qui va centraliser les responsabilités et l'autorité, c'est-à-dire que n'importe qui, potentiellement, peut-être pas au même moment, peut-être pas tout le temps, mais n'importe qui peut introduire des éléments dans la fiction sans avoir besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Ou alors, doit être validé par l'ensemble de la table plutôt qu'une seule figure. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les 2 extrêmes que je fixerais. Et puis après, tu as des choses un peu hybrides avec des jeux dans lesquels tu as plusieurs personnes qui sont dans une position d'autorité de meneur et de meneuse de jeu, mais qui se répartissent les différentes responsabilités. Ça peut aller des parties tradies qui se font à 2 personnes derrière l'écran du meneur de jeu pour des raisons de théâtralité, quoi, d'interpréter des dialogues entre PNJ, par exemple, à plusieurs, pour des raisons de complexité, parce qu'il y a des groupes qui peuvent se diviser, parce qu'il y a des actions simultanées à gérer, parce qu'il y a telle personne qui est plus intéressée par l'histoire et telle personne plus par les règles, j'en sais rien, il y a plein de façons. Mais il y a aussi des jeux qui vont coder ça en donnant des responsabilités particulières à ces personnes-là, jusqu'au moment où on va avoir une seule personne qui joue et tous les autres qui sont là pour faire meneur-meneuse de jeu.
J'ai un exemple qui vient en tête, qui est un petit jeu en une page sur lequel que j'avais publié sur le site Trop Long Pas Lu il y a fort longtemps, qui s'appelait, alors, dans les différentes choses que j'ai faites, ça s'appelait Pipe et Glaïeul, donc une espèce de de référence à Guns N' Roses, où on jouait la jeunesse dissolue des hobbits bourgeois et enfin bon voilà, c'est qu'il n'y avait rien à faire, quoi. J'arrive plus à retrouver le mot. Oisif, voilà, c'était pas oisif, mais oisif c'est très bien. Et donc dans lequel tu avais des personnages qui jouaient, enfin des joueuses et des joueurs qui jouaient des hobbits, et puis tu avais un meneur de jeu qui représentait l'autorité du village, et donc la tradition, et donc qui introduisait des situations en rapport avec ce côté-là. Puis tu avais un autre meneur de jeu qui s'occupait de l'aventure, et donc qui, lui, au contraire, était chargé d'introduire des perturbations, du chaos, des opportunités d'aller quitter cette bonne routine de la bonne société hobbit de l'époque. Donc bon, voilà, ça c'est un tout petit truc. Dans un autre jeu, j'avais une personne qui était vraiment le personnage principal, et puis j'avais 3 autres personnes qui allaient intervenir en tant que passé, présent et futur pour les situations. Et donc ça créait une dynamique intéressante aussi. Et puis on peut absolument tout imaginer. À partir du moment où on se libère du dispositif traditionnel, on va pouvoir imaginer des tas et des tas de trucs. On va pouvoir avoir aussi des situations mouvantes, quoi. C'est-à-dire que s'il y a peut-être un élément supplémentaire à rajouter au dispositif traditionnel, c'est qu'il est relativement figé dans le temps. Il va être globalement toujours le même au sein d'une partie. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir cette opposition meneur-joueuse. Quand tu t'éloignes de ces dispositifs, dans un cas de un jeu qu'on pourrait peut-être dire tous MJ, tu vas faire tourner cette autorité. C'est-à-dire que on pourrait parler de jeu à MJ tournant, en fait. C'est-à-dire que le dispositif, il reste le même, simplement à différents moments de la partie, c'est plus la même personne qui fait meneur de jeu. Oui, l'exemple de ça, c'est les Bobs. Ouais, par exemple. Ouais. Encore que c'est un peu plus compliqué pour moi, la dynamique des Bobs. Mais oui, on pourrait faire ça, ouais. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui me venait en tête sur le sujet. Probablement beaucoup de bêtises, donc n'hésitez pas à ouais, j'ai une ou deux réactions. Il y avait dans la notion qui était pour toi le traditionnel, c'était assez restreint. Tu disais c'est quand il y a un scénario, dans le discours que tu donnais là. Donc dans ce cadre-là, ça veut dire que tu sors l'OSR et le PBTA du tradi. Dans une certaine mesure, oui. Le PBTA, évidemment. Évidemment. Ça dépend comment il est joué, mais évidemment. Le PBTA, ça devient du tradi presque parce qu'il s'est répandu à vitesse grand V, et donc il représente une quantité, donc c'est du tradi peut-être dans le sens où il y a beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là. Mais en revanche, le partage justement de l'autorité en PBTA est très très important, ou peut être très très important, et donc pour moi, clairement, ça fait pas partie du tradi. Même s'il y a certains PBTA qui s'en rapprochent fortement. Pour l'OSR, c'est plus discutable. Ça me plaît bien de ne pas le penser en tradi, à partir du moment où tu n'as effectivement pas vraiment de scénario. Après, en quoi est-ce qu'un donjon à explorer dont le contenu est déjà figé n'est pas un scénario en soi? Oui, mais je pourrais te poser le même argument pour les fronts et les horloges du PBTA, quoi. Je pourrais te dire, quand tu mets dans ton sac les fronts et les horloges, et probablement des fois aussi tu prépares des PNJ, voilà, c'est quelque chose qui se fait dans les PBTA. Si tu prends tout ça, voir un cadre, voilà, tu décides de pas appeler ça un scénario, mais je pourrais dire, si tu décides d'appeler un donjon un scénario, alors tu peux bien appeler une prépa de PBTA, on va dire, qui peut inclure quand même beaucoup de choses, qui peut inclure, donc je parlais des fronts, les fronts en PBTA, qu'est-ce que c'est? C'est les choses qui avancent dans l'environnement ou par les autres PNJ, sans intervention, enfin, on décrit comment elles avancent si les PJ n'interviennent pas, en gros, pour faire simple. Les horloges, c'est des séquences d'échéances, d'événements qui peuvent arriver, donc là, on est quand même en limite de scénarisation. Je pense à des exemples, alors tous les PBTA ne sont pas comme ça, mais je pense à... Là, il me vient en tête Passion de las Pasiones. Donc dans Passion de las Pasiones, tu utilises ce qu'ils appellent des settings, et le setting, tu as quand même un endroit, des intrigues préétablies et des PNJ. Donc, bon, ouais, voilà, c'est pas... Je disais, moi j'ai pas... Pour moi, c'est pas des scénarios, parce que ce que j'entends par scénario, c'est vraiment
quelque chose qui est entre... C'est un extrême. L'extrême, c'est la succession de scènes. Ça, c'est vraiment le scénario extrêmement scripté, on va dire. Mais ça peut être... sans être purement de la succession de scènes, ça peut être des scènes obligatoires, tu vois. Je pense par exemple au scénario cinématique, format ce qu'ils appellent cinématique du jeu de rôle Alien. C'est comme ça que c'est fait. Pour moi, ce sont des scénarios, parce que tu n'as pas à proprement parler une séquence de scènes. Par contre, t'as des scènes qui sont marquées obligatoires, des scènes qui sont optionnelles, d'autres choses qui peuvent arriver entre-temps. Et ça, pour moi, ça reste du scénario, voilà. Donc bon, pour moi, tout ça pour tous ces trucs un peu compliqués pour dire que pour moi, un donjon, c'est pas un scénario. Mais ok, voilà. Ça dépend. Si on peut plus être excessif, déjà, ça n'a aucun intérêt. T'es pas au bon endroit, si c'est pour être excessif. Mais, la bagarre. Mais ouais, non, mais c'est évidemment que ça se discute. Pour moi, le PBTA, je peux pas le considérer comme un tradi parce qu'il nous donne un principe de base qui est joue pour voir ce qui va se passer et que les péripéties s'enchaînent suite à l'application du système et pas à la volonté prévue d'un ou d'une meneur de jeu, normalement, dans la façon dont c'est joué en théorie, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'en éloigne beaucoup. Quand je dis qu'un donjon peut être un scénario, c'est parce que il y a des... Alors c'est pas forcément... c'est vrai que ça s'éloigne un petit peu de l'OSR le plus dur, mais quand tu as des rencontres qui sont prévues et par lesquelles tu dois passer pour arriver vers ton objectif, pour moi, ça rejoint cette notion de scénario. Voilà, c'est juste. Oui, j'en conviens. Voilà, c'est juste ce détail-là. Mais de toute façon, comme je disais, je trouve ça hyper intéressant justement de ne pas considérer l'OSR comme du tradi parce que ça permet justement d'imaginer des choses différentes. Ok. Et un dernier truc, peut-être dans les... T'as dit qu'il y avait des tas de nuances entre un peu les deux extrêmes que t'as donné quelques exemples. Il y a un exemple que j'avais bien envie de mettre en avant aussi, dont t'as peut-être pas parlé, c'est l'exemple des oracles. C'est-à-dire où tu n'as pas de meneur ou de meneuse physique à la table, enfin, qui est incarné, qui est une personne à la table, mais en fait tu as un oracle, c'est-à-dire que quand on se pose une question sur l'univers ou la fiction qu'on n'arrive pas à résoudre entre joueuses, ben on va demander à l'oracle, qui est une sorte de système de règles, dans lequel il peut y avoir de l'aléatoire ou non, du procédural, tout ce que tu veux. Et moi, j'avais envie d'en parler aussi, parce que je pense que dans le solo, ça a beaucoup d'importance aussi. Bon, c'est un peu... voilà. On sort la question de l'autorité narrative dans le solo, ce serait encore tout un truc un peu particulier, mais ouais, voilà, j'avais envie de parler fort intéressant. L'oracle, c'est intéressant de le considérer comme ça parce que ça fonctionne effectivement dans les cas où tu prends un oracle pour faire ça et où tu respectes les préconisations de l'oracle, pas de souci, je suis d'accord. En solo, justement, souvent, l'oracle, c'est plus une aide à la décision qu'une décision en tant que telle. C'est plus une inspiration, des éléments à interpréter. Et donc, derrière... Est-ce qu'on est vraiment dans un dispositif avec une autorité différente ? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, on a une source supplémentaire de suggestions sur ce qui va pouvoir se passer et d'inspiration. Mais oui, non, mais ça existe aussi. Ouais. Je voulais peut-être expliquer ce que c'était un oracle, parce que je me rends compte qu'on n'a pas défini pour les personnes qui sont pas au courant. Donc un oracle, c'est quoi ? C'est un système... Oui, c'est un système, on va dire un système de réponse. Voilà. On a une question, on se pose une question, et on fait appel à l'oracle pour avoir une réponse. Donc dans le cas qui nous intéresse nous, c'est pas une personne. Ça peut être des oracles plus ou moins interprétatifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'imaginer, on a une question oui/non, on la pose, on lance une pièce, pile c'est oui, face c'est non, et voilà, ça c'est un oracle hyper simple, qui est pas très interprétatif. On peut avoir des trucs un peu plus compliqués, avec du oui mais, du oui et, tout ça, avec des dés, voilà, des moteurs aléatoires. On peut avoir quelque chose qui est connu partout, c'est relativement répandu, c'est le tarot aussi, voilà. On peut faire un tirage de tarot pour voir ce que nous dit l'univers. Là, en général, c'est plus interprétatif. Voilà, un oracle, c'est ça, c'est un système qui nous donne des éléments qu'on n'a pas envie ou qu'on peut pas décider par nous-mêmes, quoi. Qui existe d'ailleurs dans le jeu tradi depuis toujours, sous forme Absolument. de jet de chance ou de trucs comme ça. Est-ce qu'il pleut ? Le MJ ne sait pas s'il pleut et n'a pas envie de décider spécialement. Hop, on tire un dé. Ah, il pleut.
Oui, oui. Bon, la notion peut même être élargie. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'imaginer les jeux dans lesquels, enfin de pratiquer même les jeux dans lesquels c'est quelque chose qui est la base du fonctionnement du jeu plutôt qu'une béquille quand on n'a pas envie de décider, quoi. Ok, on a posé un peu les différents dispositifs de jeu et comment peut se répartir l'autorité narrative dans les différents dispositifs de jeu. Je pense que ça va être... on n'a pas le temps vraiment de faire une analyse de chaque dispositif de jeu et de comment précisément se répartit l'autorité narrative dans ces différents dispositifs, surtout que ça peut être très variable. Je pense que, comme tu dis... Enfin non, tu disais ça par rapport au déroulement dans le temps de la session et des parties, mais je pense aussi il y a tout un pan du jeu de rôle traditionnel où le dispositif va être le même. On va dire, il y a une très très grosse majorité où c'est le dispositif voilà, dont on a parlé déjà. Et en plus, voilà, dès que tu sors du traditionnel, tu vas avoir une très grosse variété de dispositifs aussi. Et je trouve aussi des dispositifs qui ont des liens de parenté entre eux, tu vois, qui ont la même ascendance, on peut dire ça comme ça, mais qui ont quand même, qui peuvent être très différents d'un jeu à l'autre, tu vois. Donc ça rend voilà, je pense que ça rend l'analyse très compliquée. Peut-être le phénomène intéressant, la question intéressante à analyser, c'est de regarder aussi, je pense que les jeux qu'on appelle alternatifs, il faudrait définir ce que c'est, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais quand on sort du tradi, disons, quand les gens veulent sortir du tradi, c'est aussi pour changer ce dispositif de jeu et la répartition de l'autorité narrative. On peut se demander pourquoi on a envie de faire ça, et pour aller vers quoi aussi. Donc ça, c'est une question que je trouve intéressante, et que je trouve politique en plus. Donc encore plus intéressante. Et après, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a comme tu dis, tu parlais d'autorité douce et tout ça. C'est dans le tradi, la volonté de garder les grandes lignes, on va dire, du dispositif, tout en essayant d'allégeant les côtés qui peuvent être pénibles dans la répartition traditionnelle de l'autorité, c'est-à-dire que la meneuse soit la référente pour tout l'univers, toutes les règles, que tout se passe bien à la table, l'histoire, tout ce que tu veux. Et ça, il y a heureusement et évidemment plein de moyens de le faire, et personne nous a attendu pour faire ça. Je pense que dès l'origine du jeu, quasiment dès l'origine du jeu de rôle, il y avait des gens qui jouaient sans autorité complète et tyrannique de la meneuse. Il y a évidemment des tas de choses à dire ici. Tu disais depuis le début du jeu de rôle, il y a des versions alternatives qui existent. Qu'est-ce que c'est que le JDR alternatif, etc. Moi, je pense qu'on peut commencer par se dire qu'il y a un jeu de rôle majoritaire, pour éviter le terme de traditionnel, qui est joué par la très grande majorité de joueurs et de joueuses. Et que dans ce jeu de rôle majoritaire, il y a une façon de jouer, un dispositif de jeu qui est relativement constant, comme tu le disais, et qui est ce à quoi on pense quand on va expliquer, sans être spécialiste, sans aller chercher les nuances, ce que c'est que le jeu de rôle. Voilà. Ouais. Et quand tu expliques ça, tu as déjà ta base de ce qui existe. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'en éloigner ? Parce que ça permet de faire des choses complètement différentes et ça permet de faire des choses beaucoup plus riches. Par exemple, parlons pour restreindre un peu la situation, de définition d'univers ou d'autorité sur l'univers dans lequel tu joues. Quand tu es en dispositif traditionnel, la grande majorité, ou dispositif majoritaire, quand tu es dans la grande majorité des cas, tu vas te retrouver avec un univers qui est défini et validé par le meneur, la meneuse de jeu. On va me dire, mais non, c'est défini par le bouquin de jeu. Oui, mais non. Parce qu'en fait, dans la quasi-totalité des parties auxquelles j'ai joué, on va jouer à la version, l'interprétation de la base par une personne en particulier qui organise la partie. Autrement dit, j'en sais rien, partie tradi que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai joué à en français c'est le livre des 5 anneaux de John Wick au départ, et puis bon, là c'est dans une édition où il n'a plus rien à voir dedans. Dans ce jeu-là, en fonction du groupe de jeu et en fonction du meneur, tu n'as pas exactement la même vision de l'univers. Par exemple, tu as un meneur qui va te dire, moi on peut pas jouer dans mon univers le clan Scorpion parce que c'est que des traîtres et ça fout en l'air les parties, et donc moi j'en veux pas, et de toute façon tous les PNJ que vous allez rencontrer c'est des traîtres et des machins. Puis t'en as un autre qui vont te dire, mais non, c'est pas du tout ça, les Scorpions c'est super bien parce que ils mettent leur devoir avant tout,
Et donc, ça donne des situations moralement grises et complexes à jouer. Et donc, moi, dans mon univers, il y a ça. Puis, il y en a un autre qui va dire, ouais, non, mais c'est très bien vos histoires, mais moi, j'ai envie qu'on joue complètement à une époque différente. Donc, la répartition va être... la répartition des pouvoirs, l'organisation du monde va être différente. Donc, on a un univers de base et ses interprétations qui peuvent varier plus ou moins. Un autre exemple qui date d'une discussion que j'avais eue avec un pote sur le sujet, dans un univers qui s'appelle Fading Suns. Donc un jeu de SF inspiré par Dune et plein d'autres trucs. C'est super, j'y pensais quand tu parlais de tes modifs d'univers. Bah voilà, moi dans mon image du jeu, j'étais plus dans Dune, j'étais plus dans le côté on voyage dans l'espace, il y a de la technologie bizarre, mais on a oublié plein de technologies, et puis les machines pensantes sont interdites, et puis voilà, tout ça. Et puis le pote avec qui je jouais, lui, ce qui était plus important pour lui dans cet univers, c'est de dire que sur la plupart des planètes, en fait, la technologie, elle est quasiment inexistante. Et on est dans un univers très féodal dans lequel seuls les nobles et quelques artisans ont accès à cette technologie et tout. Et les deux versions du jeu sont bonnes, ça dépend où on joue. Et donc on n'avait pas du tout la même vision du jeu. C'était vachement intéressant à confronter et à jouer ensemble derrière, quoi. Ouais, c'est marrant que tu parles de Fading Suns. Je menais Fading Suns dans ma jeunesse et c'est intéressant là-dessus. Je pense que c'est propre à tous les univers un peu riches. Tu vas forcément faire ta version parce que tu vas avoir l'angle, donc tu vas... Rien que par le fait, tu vas omettre des choses dans l'univers, forcément, tu vas lui faire dire quelque chose de différent que si t'avais une approche globale. C'est même pas possible en réalité. Quand tu joues, ou alors faudrait vraiment jouer très très longtemps. Et encore. Mais ouais, c'est intéressant ça, je trouve, parce que tu vas toujours prendre un petit bout dans cet univers ultra foisonnant et ultra riche. Voilà. Donc il y a des choses que tu vas mettre de côté. Donc pour revenir sur mon propos, je disais, dans ce modèle-là, on a le plus souvent la définition de l'univers qui va être la chasse gardée du meneur ou de la meneuse de jeu. Je laisse de côté toutes les nuances qu'il peut y avoir. On est bien d'accord que ce que veulent jouer les joueurs et les joueuses, ça va nécessairement influencer ce qui va se passer, la façon dont l'univers va se développer, etc. Pour reprendre un exemple de mon compère Globo avec qui je faisais des podcasts il y a quelques années, il disait, lui, par exemple, quand j'ai un... C'est moi qui mets l'univers, mais quand j'ai un PJ qui joue un chevalier, je vais lui demander quel est son ordre de chevalerie. Et ça va lui permettre de créer l'ordre de chevalerie dans l'univers. Tu vois. Donc on restait dans un dispositif un peu tradit, mais dans lequel on introduisait des éléments moins traditionnels, moins génériques et moins majoritaires. Et justement, ça permet de faire la tangente vers ce que permet de faire un système dans lequel ou un dispositif dans lequel on s'éloigne de cette autorité centralisée. Si on joue dans un jeu dans lequel l'univers n'est pas forcément complètement figé au départ, et où chacun et chacune va pouvoir introduire des éléments au cours d'une session 0, autour d'une session de création d'univers, on va pouvoir non plus travailler sur quelque chose qui a été interprété par une personne et imaginé éventuellement par une équipe, mais par quelque chose qui va être spécifique du groupe et du moment auquel on joue, et donc potentiellement générer beaucoup plus d'implication des gens dans cet univers et dans cette partie. On va pouvoir créer vraiment ensemble un contexte dans lequel on va pouvoir jouer. Ce qui n'est pas prévu dans un système traditionnel en général. C'est très intéressant et j'ai deux réactions à ça. Un truc qui est bien en relation avec ton propos et un truc qui est plus éloigné. Donc la chose qui est en relation avec ce que tu dis, c'est que je remarque que la facilité qu'ont les meneurs-meneuses à accorder de l'autorité sur la description de l'univers aux joueuses est en rapport avec l'échelle et l'importance tactique du truc. C'est-à-dire que justement, dans des situations tactiques, cette autorité, des fois, elle se retend un peu. Si par exemple, dans l'exemple que t'as donné, je dis à un personnage de me décrire son ordre de chevalerie. Ça a évidemment de l'importance pour l'histoire de son personnage, l'univers, etc. globalement. Ça peut aussi avoir de l'importance pour ce qui va se passer à grosse échelle dans la partie, c'est-à-dire que peut-être, je sais pas, il va être amené à aider les gens de son ordre de chevalerie qu'il a inventé, ou ces personnes-là vont intervenir dans l'histoire, donc ça peut changer effectivement beaucoup de choses. Mais par exemple, à une échelle plus réduite, une échelle, je dirais, tactique,
je pense aux fameuses situations où, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Il y a de la violence dans une cuisine. Il y a quelqu'un un PNJ qui commence à attaquer quelqu'un. Le PNJ va dire, ok, on est dans une cuisine, est-ce qu'il y a un couteau? Le MJ va dire, oui, on est dans une cuisine, il y a un couteau. Enfin, s'il est pas trop pénible. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est de ce genre de situation tactique-là que je parle. Et dans cette situation-là, comme ça peut être un combat ou un autre challenge, hein, comme il y a un challenge, comme il y a de l'adversité, et qu'il y a le fameux principe, je sais pas si on parlera de ce principe, mais que c'est quand même moins drôle quand c'est toi-même qui décides des obstacles qui vont se dresser sur la route de ton PJ. Là, l'autorité du MJ va revenir à fond au galop, quoi, j'ai envie de dire, parce que il faut poser des challenges et mettre des obstacles aux joueurs et lui dire oui ou non comment il peut exercer sa créativité pour résoudre une situation, un problème tactique. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. C'est marrant parce que, à la fois, tu dis que l'autorité se restreint, enfin se reconcentre dans ces situations d'adversité, et en même temps, tu cites un exemple où c'est typiquement l'effet quasiment inverse, où le meneur de jeu n'a peut-être pas imaginé qu'il y avait un couteau à l'endroit où il décrivait sa scène, et où c'est la créativité et l'imagination de la personne qui joue qui va introduire l'existence de ce couteau. Ok, c'est pas cette personne qui va valider. Voilà. D'accord ? On est d'accord. Ah, là, ça se confronte à d'autres pratiques de jeu sur le fait de... des conseils qu'on entend très souvent, hein, qui sont beaucoup diffusés maintenant, c'est par exemple quand un joueur, une joueuse te pose une question, tu dis pas non, tu vas dire oui et tu vas rajouter des détails. C'est une pratique qui vient de l'impro théâtrale, le oui et, qui est évidemment très transformée quand on fait du jeu de rôle, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc, où est l'autorité dans ce cas-là ? Oui, c'est la personne qui est chargée de valider cette espèce de rôle d'interface du meneur, de la meneuse de jeu, de valider ce qu'il va intégrer dans la fiction, c'est-à-dire est-ce que le couteau il est vraiment là, est-ce qu'il est vraiment disponible ou pas. Et dans ce cas-là, effectivement, vis-à-vis de l'adversité, on va réfléchir à ça. Mais là, ça dépend vraiment de la personne, en fait, je pense. Je ne sais pas si c'est valide. En fait, pour moi, c'est lié beaucoup, plutôt que le fait qu'il y ait une adversité, c'est lié plus, et c'est lié au fait qu'il y ait une adversité, mais de façon par rebond, en fait, en quelque sorte, c'est l'abondance de détails dans la description de la situation. Je repense à l'OSR. Dans des vieux... Enfin, un des principes de l'OSR, par exemple, c'est de ne pas faire de jet de compétences, de perception, de ce genre de choses, parce que tu es censé déceler et avoir un côté qu'on appelle souvent du player skill, déceler dans la description du meneur de jeu les éléments qui vont te permettre de résoudre la situation, et tu vas avoir justement... Faut que tu saches poser les bonnes questions. Voilà. Et donc, je pense à beaucoup de vieux modules de description de donjons où tout ce qu'il y a dans une pièce est décrit très en détail et où il n'est pas question justement de demander bon, tu m'as pas décrit de couteau dans la pièce, mais est-ce qu'il y en a un ? On va dire bah non, je t'ai pas décrit de couteau dans la pièce, c'est qu'il n'y en a pas. À partir du moment où tu es dans un modèle où tu n'as pas cherché à avoir une description exhaustive, tu vas pouvoir actualiser la description grâce à ces suggestions-là. Et ça renvoie au côté négociation dont je parlais. C'est pour ça que je suis pas sûr que tu aies une crispation de l'autorité dans ces moments d'adversité, en fait. Tu as peut-être un besoin de contrôle, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de meneurs et meneuses de jeu qui créent des situations d'adversité en se demandant « Ah, je me demande comment ils vont faire là », et dont le plaisir est en partie de voir comment les gens vont résoudre la situation par rapport à ce qui a été posé. Est-ce que c'est pas quelque part relâcher un peu son autorité à ce moment-là ? Je sais pas, hein, c'est vraiment une interrogation. C'est intéressant. Ce que tu dis, je le contredis pas. Je pense même que c'est vrai quand je repense à notamment des parties que j'ai vécues ou la manière dont je joue. C'est vrai que par exemple, personnellement, je préfère poser des problèmes sans connaître la solution. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui prévoient les solutions, et si t'es pas dans la solution, on va te dire à la fin de la partie, quand c'est terminé, oh là là, vous avez été nuls, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, oui, j'entends. J'entends. Ce qui m'intéressait dans le cas, c'était le contraste entre le fait que tu vois, il y a des parties, des morceaux que tu vas... L'histoire de invente ton ordre de chevalerie, c'est prévalidé, tu vois. Le meneur, finalement, il va te dire invente le truc et ouais. Évidemment que peut-être il te dira bah non, ce détail-là, c'est pas possible parce que si ça dans l'univers.
Mais globalement, c'est pas du tout la même attitude que de valider après coup, tu vois, s'il y a un couteau ou pas, etc. Mais bon, enfin, Ok. c'est du détail, mais globalement, je pense qu'on est à peu près d'accord globalement. Si on veut élargir un tout petit peu ou considérer le truc, c'est c'est encore une fois qu'est-ce qu'on examine. Est-ce qu'on est dans de l'absolu? C'est-à-dire, si je suis dans l'absolu, je dis, dans l'échange verbal qui vient d'avoir lieu, il y a quelqu'un qui pose une question, puis quelqu'un qui lui répond et qui valide, et c'est cette personne qui valide qui va, entre guillemets, figer la situation, prendre la décision et créer l'état de la fiction à ce moment-là. Si on est dans une version un peu moins absolue, on sait bien que là aussi, il y a des moments de négociation qui vont avoir lieu. Quoi. Non, il n'y a pas de couteau. Attends, t'es sûr? Attends, je suis sûr, il y en a un là dans le tiroir, machin. Attends, c'est une cuisine, il y a forcément un couteau. Ça me fait penser, pour citer d'autres jeux, ça me fait penser beaucoup aux pratiques que tu as dans des jeux type Fate. Dans ces systèmes-là, les personnages sont pas des fins. Ça dépend du système avec lequel tu joues, dans les différentes versions du jeu, mais tu vas avoir un personnage qui va être défini principalement par ce qu'on appelle des aspects, des traits de personnage, quoi, qui vont décrire des choses qui sont souvent sous la forme d'une petite phrase. Par exemple, je suis le couteau le plus affûté du tiroir. Voilà, pour reprendre des histoires de couteau. Et là, dans une situation, quand il y a une action qui va être résolue, le joueur, la joueuse, va vouloir faire intervenir cet aspect parce que ça lui donne un avantage mécanique. Et le meneur de jeu va accepter ou non, et tu as souvent des négociations profondes. Quoi. Notamment dans Fate, tu peux aussi introduire des éléments dans la fiction qui n'étaient pas prévus grâce à ces aspects. Donc, par exemple, tu vas dépenser un point de Fate, un point de destin, pour dire moi j'ai l'aspect, je suis le couteau le plus affûté du tiroir, donc c'est forcé que dans ce tiroir-là, il y a un couteau. Donc il y a plein de pratiques et plein de négociations et des jeux qui se basent même sur cette négociation. C'était pour faire un peu de concret dans les possibilités plutôt qu'essayer d'imaginer toujours. Ouais, c'est intéressant. Je peux aussi rapidement citer, c'est juste pour vraiment le citer, les dispositifs, enfin les systèmes type Santa Vaca où le résultat du dé ne va pas dire si le PJ a échoué ou réussi, mais va donner justement l'autorité de raconter l'issue au joueur ou à la meneuse. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe aussi. Donc en gros, entre guillemets, si le GD est réussi, si dans une situation c'est la joueuse qui raconte, dans l'autre situation c'est la meneuse. Donc bon, c'était une parenthèse là-dessus aussi. Et l'autre aspect que je vois en tradi, où vraiment, alors ce serait du tradi sans scénario là quand même. Hein. Disons en bac à sable. Ça existe. Imagine le dispositif tradi, mais t'as l'univers même vaguement défini, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a un type de jeu qui est intéressant du point de vue de l'autorité, c'est le jeu à la dérive. Donc le jeu à la dérive, j'explique un petit peu ce que c'est. Donc le jeu à la dérive, il va se passer des choses parce que les personnages sont intéressés par quelque chose qui leur tombe sous la main, hein, qui est en général quand même décrit par le meneur, mais ils vont choisir là-dedans, on va dire. Et puis ils vont s'intéresser à ça, puis ça va amener autre chose, puis du coup ils vont continuer à creuser ça. Puis bon, ils vont s'arrêter parce qu'il est passé quelque chose qui était plus intéressant et plutôt jouer à ça. Et finalement, là, c'est vraiment les joueuses qui tirent qui tirent le fil et le meneur va suivre derrière. Hein. Il faut qu'en gros, ils réagissent à là où les joueuses veulent amener le jeu. Donc ça, c'est du jeu à la dérive. On tombe sur ce qui nous intéresse, on creuse. Bon, dans le jeu à la dérive, c'est peut-être un petit peu plus général que ce que je décris, la meneuse peut aussi tomber sur des choses qui l'intéressent et les creuser, quoi. Donc c'est pas que les joueuses, mais voilà, une des manières de jouer, c'est de suivre finalement les volontés, les désirs, ce qui a intéressé les joueuses dans les accroches que le meneur a pu proposer. Et dans ce cas-là, on a un dispositif qu'on peut qualifier de globalement tradi, c'est-à-dire que le meneur va continuer à jouer l'interface avec le monde, à réagir à ce que proposent les joueuses, à valider ou pas, mais la direction vraiment que prend la partie, et la direction de ce qui est exploré, ce qui est creusé dans la fiction, vraiment appartient aux joueuses, quoi. C'est intéressant parce que c'est la description d'une pratique
Et moi, je l'aurais pas spontanément intégré dans une description de dispositif, tu vois. Pour moi, ça faisait pas partie du dispositif, ça. Mais c'est intéressant de considérer ça justement par opposition au scénario figé, à la campagne préécrite ou prescrite, d'avoir d'intégrer cette situation mouvante au sein du jeu, parce que tu as des jeux qui fonctionnent vraiment complètement comme ça, quoi. Que ce soit tous les systèmes West Marches, tous les systèmes d'exploration. Là, je pense à Oltré, dans lequel tu vas avoir un objectif de départ pour le groupe de PJ. Tu vas avoir effectivement des choses qui sont prévues, mais tu vas avoir des rumeurs qui sont émises par les joueurs et les joueuses, et le MJ va s'emparer de ces rumeurs pour créer ce qu'ils vont pouvoir rencontrer derrière. Donc, c'est vachement... c'est effectivement une façon de jouer très intéressante. Mais je pense que malgré tout, je classerais plus ça dans les façons de jouer. Mais je sais pas. C'est la question de la pertinence d'ajouter le scénario dans le dispositif, quoi. Moi, quand je parle quand je parle en fait de jeu tradi, j'intègre le scénario. Et c'est vrai que si je fais une petite distinction dispositif, peut-être que j'intègre pas systématiquement le scénario. Mais si je l'intègre, effectivement, c'est légitime de penser cette histoire de jeu à la dérive comme faisant partie du dispositif. Ben, je pense que si on prend l'angle, ce qui permet de discriminer ça, c'est si on prend l'angle qu'on prend aujourd'hui de l'autorité narrative, on voit qu'en restant dans le même dispositif tradi, la question de si on met dedans le scénario ou pas vient bousculer cette notion d'autorité narrative. Parce que, comme tu l'as fort justement fait remarquer au début, le scénario renforce l'autorité narrative en général du meneur. Voilà. Donc le fait de l'enlever, je dirais pas jusqu'à dire que ça change le dispositif, mais sûrement ça change la répartition de l'autorité narrative, pour moi, oui. Je sais pas si Brocknar, ça t'inspire des réflexions. Je te vois réfléchir. Non, si, moi la remarque que j'ai depuis le début, c'est qu'en fait le problème c'est pas tant l'autorité, mais chez qui elle est et pendant combien de temps en fait. Mais c'est peut-être ça tout le sujet et tout le fond de ce qu'on va raconter finalement. L'autorité est nécessaire fatalement à un moment, et c'est comment tu la distribues, pendant combien de temps, même plus important que qui en fait finalement. Ah bah oui, ça c'est bien une phrase d'anarchiste, ça. C'est-à-dire, oui, on est d'accord pour avoir des chefs, mais pas plus de 4 heures, quoi. Ouais, encore 4 heures c'est beaucoup. Hein. Okay. Non mais je caricature, mais on voit l'idée, c'est que le pouvoir il doit être temporaire finalement. Voilà, ouais, on parle de pouvoir, et il est inévitable aussi, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'à un moment il faut que quelqu'un tranche, quoi. Quelqu'un ou quelque chose, pour pas mettre l'oracle. Est-ce que c'est vrai ça? C'est le point de vue en tout cas que moi. Alors, si vous avez des contre-exemples, voilà. Sinon si tu laisses émerger, c'est aussi quelque part quelque chose qui a fait la décision arrive rarement d'elle-même, quoi. S'il faut trancher, et il faut. Est-ce qu'il faut toujours trancher? C'est une question que je pose en fait. Là. Je suis en train d'y réfléchir à mesure que je le dis. Tu vois, je dis un truc définitif et après je réfléchis. Mais bon, les gens commencent à avoir l'habitude. Est-ce que ça dépend pas de la taille du groupe? Si, aussi. Tu joues à 4 autour d'une table. Tu fais attention à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Tu peux arriver à un consensus. Oui. Ouais, mais du coup, le consensus émerge pas du néant, tu vois. Du coup, il y a une décision qui a été tranchée de manière collective. Et c'est une autorité collective, mais ça reste une autorité. D'accord. Ouais, et puis l'autorité collective, c'est aussi un truc théorique, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet grande gueule. Donc, j'allais dire le charisme, tu vois, j'étais plus poli. Ouais, mais nous on n'est pas poli. Non, mais ça me va très bien. Bon, je trouve qu'on n'a pas assez tapé sur le modèle traditionnel de la répartition. Vas-y, tape. En fait, si je suis... qui est finalement ce que je pense vraiment assez nuancé, parce que je pense qu'on a besoin de nuances, ce qui n'empêche pas d'avoir des positions fortes, hein. C'est pas la question. Si je suis nuancé, je dirais que y a plein de gens qui jouent avec ce modèle tradi. J'y ai joué beaucoup. Je continue à y prendre du plaisir tant que les choses sont pas trop figées, parce que sinon ça m'emmerde et je vais faire autre chose. Mais en même temps, moi je vois, il y a un truc qui me dérange dans le fait que ce modèle traditionnel soit majoritaire, c'est la façon dont ça influence la culture de jeu des gens. En étant extrêmement provocateur, de mon point de vue en tout cas, moi je vois un phénomène un peu d'institutionnalisation des joueurs et des joueuses dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on t'a appris qu'il y avait une autorité à la table,
que cette autorité, c'était le meneur de jeu et la meneuse de jeu, c'est hyper dur de t'en détacher ensuite et de jouer autrement. Exemple PBTA. Dans les PBTA, tu as quand même une grosse liberté d'introduire des choses grâce à ton personnage et grâce au système de règles. Et, bon, tu as un partage assez fort de l'autorité. C'est plus difficile, dans mon expérience personnelle, avec toutes les limites que ça a, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a fait du jeu de rôle tradi pendant 20 ans de jouer au PBTA ou d'apprendre à jouer au PBTA que quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle. Parce qu'on a cette dynamique de jeu qui va être vraiment intégrée comme faisant partie du dispositif release de base du jeu de rôle. Voilà. Le jeu de rôle, c'est meneur qui décide, joueurs et joueuses qui font des suggestions de temps en temps quand ils ont le droit et quand ça sort pas du scénario. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, on gagnerait beaucoup à ce que ce modèle ne soit plus le modèle majoritaire. J'ai vu dans les yeux de quantité de personnes des moments de changement de point de vue dans lesquels on se dit « Ah, en fait, on peut jouer comme ça, mais c'est génial !» Parce qu'ils avaient essayé quelque chose de différent de ce modèle-là. J'ai vu aussi des gens qui se disent « Bon, bah, j'ai essayé autre chose, ça me plaît pas, moi je préfère être comme devant mon film avec des moments où je peux parler. » quoi. Donc, c'est pas pour dévaloriser les autres façons de jouer, même si je trouve dommage de s'y limiter. Je sais pas ce que ça vous inspire, mais... Beaucoup de choses. Sur la partie parcours personnel. Moi, je ressens un peu la même chose que toi, mais en fait, j'ai pas trop eu de mal à faire du PBTA parce que je me suis rendu compte que la manière dont je jouais le tradi avant ressemblait à comment on joue du PBTA. Donc voilà, je dis pas du tout que j'étais un pionnier, que j'ai inventé le PBTA. Il y avait beaucoup de gens qui jouaient comme ça aussi avant, hein, faut pas se leurrer. Oh bah bien sûr, c'est que la formalisation d'une pratique. Alors, donc ça, c'est une chose. Donc je suis d'accord. Et par contre, ça me l'a fait pour le Bob. C'est-à-dire que pour le Bob, j'ai dit, mais comment que je fais, expliquez-moi. Il y a personne pour me dire. Je suis perdu. Et ça, c'était plus compliqué. Mais par contre, je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Je me suis dit, c'est plus compliqué à cause de toute la culture que j'ai derrière, qui est radicalement différente. Et je me suis dit, mais en fait, pour une personne qui a jamais fait, c'est limite plus simple. Parce qu'il n'y a pas d'asymétrie à comprendre. Tout le monde a ses livrets, là, tu prends ton livret, c'est écrit dedans comment tu dois jouer, et merci, au revoir, enfin même pas merci, au revoir, hein, parce que c'est du boulot de jouer un Bob quand même, il faut faire des choses. Et voilà, mais je me suis un peu fait le même type de réflexion. Et l'autre point que ça m'inspirait, je m'en souviens plus, c'est bien. Ah si, tu as dit... Si. Non, je m'en souviens plus. C'était quoi ton deuxième point ? Je crois que je me souviens de ce que j'ai dit. Parce que ça m'avait... Ah, je me suis dit, j'aurais dû le noter, tant pis. Non, je sais pas, je parlais de la façon... Ouais, c'est ça, c'était essentiellement ça. C'était la façon dont le modèle tradi va influencer la façon de voir le jeu de rôle et limiter ce que tu envisages de possible dans une partie de jeu de rôle. Voilà. Ouais, il y a un autre aspect aussi, c'est que il faut pas oublier un truc aussi, c'est qu'on sépare beaucoup, parce que si on essaie d'analyser, d'avoir un discours de ce qui se passe, on est obligé de catégoriser les choses. Et ça a toujours un petit effet qui se coule, un peu désagréable, et qui fait qu'on s'éloigne aussi de la réalité en faisant ça. C'est qu'il y a des choses beaucoup plus poreuses. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de jouer à la dérive, il y a aussi de nombreuses campagnes de jeux de rôle traditionnels où pendant 2 sessions on va jouer en suivant un scénario qui a des amorces. Les sessions suivantes on va jouer complètement à la dérive sur cette base-là. Les sessions d'après on va revenir à des phases peut-être, voilà, on parlait, tu vois, d'exploration de donjons. Peut-être on joue dans du tradi, mais il y aura une phase OSR parce que c'est de l'exploration de donjons. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas non plus figées par partie, par personne, par groupe de jeu. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Bon, ça, c'est déjà une chose. Et je te raconte pas quand t'as des gens qui jouent des campagnes de jeux de rôle en changeant de jeu au fur et à mesure de la campagne en fonction de ce qu'ils veulent raconter, ou qui font une session... Par exemple, tu joues ta campagne classique MJ joueuse, et puis, je sais pas, au milieu, tu fais une séance où tu es en narration complètement partagée, ou en jeu où il n'y a plus de MJ, et tu vas explorer les relations entre les personnages à cette occasion-là, puis après tu reviens sur ta campagne classique. Ouais, bien sûr.
Et je pense que c'est super intéressant de faire ce genre de truc-là. Après, ça... Il y a un autre truc aussi, c'est que ça amène de la complexité. Moi, j'aime pas négliger ça parce que je suis super nul en charge. Je suis vite, comment on dit, submergé par Ouais. la charge cognitive. Ça, c'est un autre problème aussi Ah, complètement. du système tradi. On en a pas parlé, mais c'est la charge de la menace, c'est un problème aussi. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse pour dire tout n'est pas figé non plus. Mais si t'avais dit un truc, moi je voulais répondre au truc provocateur que t'avais dit. Ah oui, sur l'institutionnalisation. Non, parce que le terme, c'est un terme que moi j'ai entendu surtout utiliser par rapport aux prisonniers qui s'adaptent au système carcéral en fait et qui vont adopter des comportements différents, qui vont vraiment être ancrés entre eux et dont ils ont du mal à se libérer ensuite. Alors j'ai pas de source particulière, hein, peut-être que j'utilise très mal le terme, mais j'explique juste d'où il vient pour moi en fait et pourquoi je trouvais ça provocateur d'utiliser ça, parce que ça compare les joueurs tradis à des prisonniers enfermés dans une façon de voir le monde. Et évidemment, c'est rarement le cas. Bah oui, je pense qu'il y a un avantage aussi à ça. Il y en a quand même un. Bah, c'est toujours la même chose. Quand t'as une culture dominante, le problème c'est qu'elle est dominante. Mais l'avantage c'est que tout le monde la connaît. Voilà. Donc ça peut faciliter les échanges autour de ça. Mais ça restreint les possibles. Et ça c'est très dommage, effectivement. Mais bon, c'est tout le temps la même musique, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est propre au jeu de rôle, je pense. Donc, comment changer? Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut corriger ça? Moi, je pense que le problème, en gros, on parle d'une activité ludique. Moi, je peux très bien comprendre aussi la position des gens qui veulent pas sortir du tradi parce qu'ils sont dans leur zone de confort et que ça leur plaît. Après tout, c'est un jeu. Pourquoi tu changerais quelque chose qui te plaît, quoi? Tu vois? Moi, Après, attention, hein, je dis pas ça. Moi, je valorise beaucoup la curiosité. Mais c'est aussi un biais, quoi, la curiosité. C'est limite, moi, j'ai une hyper curiosité. C'est-à-dire, je vais vouloir tester le plus de systèmes différents possible, le plus de trucs différents possible. Mais je comprends aussi qu'on puisse pas vouloir faire ça, tu vois, c'est pas... Bien sûr. T'as beaucoup de gens qui jouent pour participer à des histoires. Voilà, tout simplement. Qui se fichent complètement du système qui va être utilisé parce que le but du jeu, c'est de participer à l'histoire, d'avoir l'activité sociale correspondante à ce moment-là. Et est-ce que tu as vraiment besoin de changer la façon dont on crée et on raconte les histoires de ce point de vue-là? De mon point de vue, il y a des choses suffisamment intéressantes dans les modèles alternatifs pour enrichir ta propre pratique. Et avec le podcast qu'on a fait pendant à peu près 8 ans, qui s'appelait Les Voix d'Altaride, on a beaucoup exploré ça, en fait. L'idée de qu'est-ce que les dispositifs alternatifs et tout ce qui s'y rapporte, alternatif dans le sens différent du dispositif majoritaire, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des idées là-dedans pour les ramener dans notre pratique? Et en fait, c'est quelque chose que les créateurs de jeux font tout le temps, y compris les créateurs des jeux les plus tradis ou les plus majoritaires, comme Donjons et Dragons, qui vont aller chercher des choses, des auteurs et des autrices dans le monde indé pour enrichir ce qu'ils font, quoi. Là, tu mets le doigt où ça fait mal pour moi. Je trouve que ce que tu dis, c'est à la fois bien. Enfin, c'est pour pur jugement de valeur. Je trouve que c'est une bonne chose que la pratique dominante s'enrichisse. Et à la fois, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi... ça fait penser vraiment à la machine qui assimile tout et au grand rouleau compresseur de lissage des pratiques, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ça me fait penser à Netflix qui fait venir des auteurs, on va dire ça comme ça, des auteurs chez eux pour finalement quand même les laisser travailler, mais quand même sortir quelque chose qui rentre dans un cadre précis. C'est-à-dire, quand on voit un film Netflix, à 3 exceptions près, enfin j'en ai une en tête surtout, mais ça sera quand même à revoir peut-être pour en reparler, mais tu sais que c'est un film Netflix. Quand tu vois, et je m'en prends à Netflix, mais je pourrais m'en prendre à Disney et compagnie, hein, c'est la même chose. L'autre partie du duopole, là, mais quand tu vois un film Disney, tu sais que c'est un film Disney, t'as pas besoin qu'on te le dise. Et en fait, est-ce que c'est pas ça le risque aussi d'amener les indés vers Donjons et Dragons, enfin, pas pour eux, mais peut-être pour leur créativité, et puis pour la créativité en général du jeu de rôle. Est-ce que l'hégémonie Donjons et Dragons est pas déjà suffisamment forte? Est-ce qu'on peut pas se passer de ça, quoi? Est-ce que tu vois, qu'il y ait de la porosité naturelle, c'est une chose qui est... c'est pour ça que je suis un peu en colère parce qu'on parle de Donjons et Dragons, mais
Est-ce que tirer j'allais dire les talents, les auteurs, vers un système plus gros, c'est bien pour eux, d'un point de vue personnel, j'entends bien, mais est-ce que du coup, on n'y perd pas, quoi, à la fin? On y perd, à mon avis, uniquement si ces personnes, ou si la scène en général, reste figée dans ce qu'on leur demande. Pour moi, une des caractéristiques de la scène alternative ou indépendante, c'est sa mobilité, c'est le fait que la plupart des gens qui y participent sont un peu des nomades du jeu de rôle, quoi. Et qui vont, à partir du moment où l'hégémonie va étendre ses frontières pour inclure des nouveaux morceaux, par exemple les PBTA, justement, qui étaient très alternatifs, très indés autrefois, et qui aujourd'hui font partie du paysage majoritaire de manière assez importante, avec même des éditeurs qui vont éditer des PBTA sous une forme qui va quand même ressembler énormément aux autres jeux traditionnels, ou le jeu solo qui était très marginal et qui aujourd'hui se retrouve accepté un peu partout, avec les éditeurs qui se mettent à sortir des produits de jeux solo, là où avant ils regardaient ça avec un regard un petit peu parfois intrigué, parfois en prenant les gens qui faisaient ça pour des douze illuminés, quoi. Donc l'étendue du mainstream va effectivement va continuer à bouger sur ses marges, et en général les indés, c'est un petit peu les petits moineaux qui sont au bord et qui vont se mettre à s'envoler encore plus loin pour aller trouver les miettes de ce qui les intéresse en dehors de ce domaine-là. Ça fait beaucoup de métaphores là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Si c'est mouvant, si tu te laisses pas figer, si tu acceptes que, oui, tu as eu une période de ta vie où tu as été très créatif, puis au bout d'un moment, il faut manger, donc peut-être que tu vas te compromettre, entre guillemets, auprès des grands, y a d'autres gens qui vont prendre ta place, quoi, pour moi. Ouais. C'est bien parce que je re-regarde le plan et ça me permet de faire le lien avec un autre point. Qui est sur la transmission aussi. Alors, faudra qu'on définisse ce que c'est, mais voilà, il y a pour moi un gros biais dans la transmission du JDR quand on parle de la culture dominante et du tradi. C'est-à-dire que les personnes qui détiennent la connaissance sont les meneurs et les meneuses, et donc c'est eux qui vont expliquer souvent ce qu'est le jeu, donner des conseils dessus, etc. Et ça, il y a cet autre aspect-là que perso je trouve problématique. Et c'est le cas, et en même temps, c'est aussi un peu ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que si tu regardes le monde de la théorie rôliste au sens large, c'est-à-dire du conseil aux gens qui débutent, des vidéos YouTube, etc., c'est des MJ qui parlent aux MJ, quoi. Et ça, c'est évidemment lié à la culture tradi, le fait qu'elle soit dominante. Et tu vois, moi, j'ai pas l'impression, même aujourd'hui, qu'entendre je parle pas forcément même sur des questions théoriques pointues, mais juste, voilà, sur le jeu de rôle en général. C'est pas si souvent ça qu'on entend les joueuses s'exprimer, quoi. Et bien sûr, il y a l'exemple ultra connu du blog d'Eugénie, quoi. Je ne suis pas MJ, mais bon, cet exemple-là, il est quand même bien solitaire, j'ai l'impression, et ça a pas... en dehors de la sphère indé, j'ai l'impression que ça a pas eu beaucoup de suite, tu vois. Voilà. Ouais. C'est bon, déjà, effectivement, si vous n'avez pas lu Je ne suis pas MJ, mais allez-y. Il n'y a plus beaucoup d'articles maintenant, hein, mais il y a quand même une quantité de choses hyper intéressantes pour varier sa pratique de jeu et comprendre comment fonctionnent les choses en étant assis dans le siège de la joueuse. En fait, moi, ça me fait le lien, ce que tu disais, entre l'autorité dans un dispositif traditionnel et la hiérarchie qu'on va retrouver autour de la table. Il y a une fâcheuse tendance, puisque dans le dispositif traditionnel, la personne qui prend le rôle de meneur de jeu va avoir, comme tu disais, une charge cognitive hyper importante, des tas de responsabilités.
Puisque cette personne se voit responsable de plein de trucs, cette personne se retrouve dans une position hiérarchique, peut-être pas formelle, mais une position hiérarchique presque supérieure aux autres, dans la pratique, dans la façon dont les gens se comportent. Meneur de jeu, il est chargé souvent, pas toujours, hein, souvent, d'organiser les parties, de dire quand on commence à jouer, quand on termine à jouer. Les gens vont dire « Ah, meneur de jeu, vas-y, donne-moi des XP, je te file des bonbons en échange. » Et cette hiérarchie, elle va se déployer jusqu'au moment où, dans le parcours d'une vie rôliste, le parcours qui semble naturel à beaucoup de monde, et qui l'était pour moi au départ, hein, dans l'univers tradi, c'est de dire tu commences en étant joueur-joueuse, et puis si tu t'intéresses vraiment au jeu de rôle, faut que tu deviennes MJ, quoi. Et puis on va t'apprendre, on va te donner plein de conseils pour devenir MJ, parce que en fait tu peux pas rester juste joueur et joueuse, quoi. C'est pas possible. C'est pas comme ça que tu seras un bon ou une bonne rôliste. Je veux dire, il faut aller au-delà. Il faut que tu organises tes propres parties. Et c'est assez rare d'entendre des gens qui disent non mais moi, d'avoir des gens qui sont à la fois joueurs et joueuses exclusivement, qui ne s'intéressent pas à la pratique de meneur de jeu, mais qui s'intéressent vraiment à leur pratique de joueurs et de joueuses. Que ce soit dans la façon dont ils incarnent leur personnage, dans la façon dont ils vont interagir avec les histoires, que ce soit dans le décorum autour, le fait de prendre des notes, de créer des choses autour du jeu, tu vois, des choses comme ça. Et c'est comme si tu ne devenais vraiment rôliste qu'à partir du moment où tu t'étais assis dans le fauteuil de meneur de jeu. À partir de là, tu comprends pourquoi il y a des problèmes de transmission aussi. Voilà, cette hiérarchie fait que tu es censé évoluer de pseudo-rôliste à vrai rôliste en prenant ce rôle-là. Et moi, c'est un des trucs qui me paraît le plus intéressant dans le fait de sortir de ce modèle tradi, c'est qu'à partir du moment où tu n'as plus cette position, tu as moins cette hiérarchie. Je ne dis pas tu n'as plus cette hiérarchie, parce que tu as quand même les gens qui vont introduire les jeux auprès des autres, donc tu as forcément une hiérarchie sociale dans un groupe qui se forme, etc., qui est plus ou moins poussée, plus ou moins consentie, etc. Mais de fait, tu en as souvent une. Et donc, si tu n'as plus cette position-là, tu n'as plus le besoin de devenir meneur de jeu, tu n'as plus le besoin de je sais pas, introduire des jeux aux autres personnes. Tu peux être simplement la personne avec qui c'est super cool de jouer, parce que tu as souvent des très bonnes idées, et que la partie, elle se retrouve enrichie parce que tu es là, quoi. En dehors de l'affinité qu'on peut avoir, quoi. Voilà, il y a des gens qui sont hyper doués pour ça. Je vais même poursuivre le parcours dont tu parlais, là, de passer de joueuse à meneuse, machin. C'est encore pire, parce qu'après, les meneurs, les meneuses, ils deviennent quoi ? Les porte-paroles du JDR. Ouais. Donc c'est eux, après, enfin, bon, voilà, hein, moi je suis... J'ai dit, on est la preuve vivante, j'ai envie de dire. Alors je sais pas, Brocknar et toi, si vous êtes plus meneur ou plus joueur, je sais pas, et peut-être ça a dû évoluer au cours de votre vie. En tout cas, moi, ça a évolué. Mais quand même, si je prends globalement ma vie reliée, j'ai été plus meneur. Et voilà, maintenant, je suis aussi, entre guillemets, porte-parole. Alors, je prétends pas du tout l'être, en fait, hein, je suis pas du tout représentatif du JDR, et je veux pas du tout cette responsabilité-là. Mais c'est les gens qui deviennent porte-parole, les gens qui deviennent auteurs-autrices. Ils étaient MJ. Voilà. Donc, c'est dur de pas perpétuer ce truc, hein, du coup, quand tout vient de ce parcours-là. Et oui, moi, ça m'a... Je préférais... C'est ça qui me dérange, en fait, j'ai envie de dire. J'aimerais bien... C'est presque idéologique. J'ai retrouvé le truc que je voulais te dire tout à l'heure, sur ce qui nous gênait ce qui pouvait nous gêner dans le tradi et tout. Parce que moi, le tradi, c'est une pratique... Alors, avec le scénario, j'aime pas trop. Hein, ça, je vais être clair. Voilà, c'est pas mon truc. Mais si on enlève le scénario, le dispositif tradi, meneuse, joueuse, etc., c'est un truc que j'aime bien et que je pratique. Mais j'allais dire, moi... ma gêne avec ça, elle est presque idéologique, quoi. C'est-à-dire que je me dis, ouais, c'est bien, ça me plaît, mais moi j'aimerais bien que on parle tous à égalité là-dessus. J'aimerais bien voir des personnes qui écrivent des jeux et qui ont jamais été meneurs et qui écrivent des jeux sans meneur. J'aimerais bien que les porte-paroles, que plus de porte-paroles du jeu de rôle sur Internet ou ailleurs, soit des gens qui ont pas été meneurs et qui ont fait, par exemple, je sais pas moi, qui ont fait toute leur expérience. Alors c'est difficile parce que c'est des trucs récents aussi, hein, voilà. Mais qui ont fait toute leur expérience rôliste, je sais pas, avec du Bob ou autre chose. Ouais, c'est quelque chose que je trouve intéressant
je pense que c'est un point de vue qui serait intéressant d'avoir, quoi. Voilà. Ouais, parce que le pendant de l'évolution naturelle joueuse, meneur, meneuse, c'est dans le monde indé, c'est quand est-ce que tu écris ton jeu, quoi. Tu vois, tu retrouves les mêmes biais. Après, ce qui est compliqué dans ce point de vue-là, justement par rapport à ce que tu disais de vouloir voir des gens qui n'ont jamais été MJ, etc., créer leur propre jeu, c'est que, bon, cette hiérarchie dont je parlais, à mon avis, est importante. C'est un effet global important, mais en même temps, tu as aussi la question de l'implication. Quand tu t'impliques dans une activité, tu veux découvrir plus de cette activité. Et donc, comme on est dans un modèle où on a deux faces de l'écran, quoi, deux façons de jouer au jeu de rôle, c'est assez naturel d'imaginer que, puisque tu t'impliques dans ce domaine-là, que tu commences à acheter des jeux, que tu commences à être vraiment à en faire une partie de tes intérêts importantes, c'est très logique de se dire, bon, bah voilà, j'ai exploré un côté, il faut que j'aille explorer l'autre côté aussi. À quel point le rôle, la concentration des responsabilités et donc de la valorisation du MJ joue là-dessus, et à quel point l'envie et l'enthousiasme par rapport à l'activité jouent dessus aussi, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas, Brockner, si t'as une réaction là-dessus. Je pensais à toi parce que je sais pas si toi t'es beaucoup... Parce qu'en ce moment, voilà, souvent, on joue pas mal en ce moment avec Brockner. Et quand on joue, il est joueur. Et je me demandais si, globalement, dans ta vie, t'étais souvent meneur ou pas, Brockner. Souvent, plus tant, je l'ai été à un moment. Ça va rechanger. Là, j'essaie de justement d'être porte-parole et de faire démarrer le jeu de rôle à des gens, en fait. Là, je suis en phase de prospection. D'accord. J'essaie de mettre un peu des gens au jeu de rôle, des gens en fait, dont j'ai parlé de jeu de rôle par inadvertance, parce que, comme c'est une passion, voilà, on en parle par inadvertance des fois. Et qui m'ont dit, tiens, on aimerait bien essayer, comment ça se passe, tout ça. Donc forcément... Et du coup, en fait, j'ai pas encore commencé parce que j'ai très peur. Enfin, j'ai peur, c'est pas une peur, mais je me demande comment je vais les y amener et par quel jeu et par quel type de jeu. Ça aurait pu être très simple et j'aurais pu très vite faire un jeu classique, tradi, quoi. Mais je me demande si c'est une bonne solution. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas encore fait. Et surtout, est-ce que c'est si simple, tu vois? De ton point de vue, oui, parce que tu connais mieux. Bah, de mon... Mais de leur point de vue, est-ce que c'est vraiment plus simple? Ah non, j'en suis pas convaincu. C'est pour ça que c'est toujours en question, quoi. Je sais pas par où les amener, en fait. C'est un vrai questionnement. J'ai acheté des jeux, je sais pas. Un PBTA, ça me semblait pas mal, peut-être pour de l'initiation. Mais qu'est-ce que ça veut dire après? Ça veut dire que leur culture de jeu, ça sera le PBTA, et du coup, comment ils vont voir le reste? Enfin, tu vois, il y a un côté... Peut-être que je prends trop de responsabilités sur moi, Oui, sur ce que ça va être pour eux, qui vont peut-être juste faire 3 parties, qu'ils en auront plus rien à foutre, tu vois. Il y a de ça. Peut-être qu'ils vont dire, non, en fait, ton jeu, c'est pourri. Je ne pense pas, mais... Donc, en fait, je me serais prêt à être pour rien, mais je pense que la démarche, elle sera au moins positive pour moi. Mais voilà. Donc je suis plutôt joueur et en espérant devenir plutôt meneur, en tout cas un peu plus meneur prochainement. Et c'est intéressant, j'ai été très très peu, à part à l'époque du collège où j'ai motivé des gens, quoi. J'ai pas tellement été dans ma vie dans une position... D'initiateur Ouais, ou d'essayer même de transmettre ce que c'est, tu vois. Moi... C'est même, je corrigeais même pas les gens quand ils me disaient ce qu'ils savaient du jeu de rôle et les a priori qu'ils avaient dessus, tu vois. je prenais même pas cette peine-là. Donc je sais pas si c'est quelque chose, toi, Sandrone, aussi, ou une position où t'es beaucoup d'essayer de faire découvrir le jeu de rôle aux gens, ou pas tellement. Alors je l'ai été, je le suis moins aujourd'hui, beaucoup moins aujourd'hui. Là, ma démarche, ce serait peut-être plus de faire découvrir des jeux différents aux gens qui ne connaissent que le modèle tradi, en fait. Voilà. Très concrètement, j'ai réintégré le fameux club de jeux de rôle dont je parlais tout à l'heure, après 10 ans d'absence ou un truc comme ça, pour réavoir des parties en vrai, pour découvrir d'autres façons de jouer. Donc c'est très tradi.
Mais ils ont l'air assez ouverts à l'idée de tester des choses. Donc j'ai déjà fait tester une partie d'un PBTA, hein, donc qui est Hearts of Wulin. Ça s'était très bien passé, Cœur du Wulin en français, traduit par Kelran. Ça s'est très bien passé. Il y avait des gens qui avaient déjà fait des PBTA, d'autres jamais. C'était une partie très intéressante parce qu'il y avait des petits jeunes de première, je crois. Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas fait de deuxième partie parce qu'ils devaient réviser leur bac français et ils ont bien raison. Et c'était rigolo d'avoir à la table, on avait deux jeunes comme ça qui avaient déjà fait du jeu de rôle, mais pas du jeu de rôle comme ça. Mais en fait, ça leur a posé aucun problème. On avait un vieux routard tradi mais ouvert, et on avait quelqu'un qui avait déjà fait du PBTA, des jeux solo, qui était très partisan de tout ça, quoi. Et donc, c'était une partie qui était très chouette, dans laquelle je me retrouve un petit peu dans cette position justement de faire découvrir et de présenter des choses différemment. Mais j'ai essayé de pas en faire des tonnes sur le sujet, quoi. De pas dire attention, c'est un jeu où on joue différemment, c'est pas les mêmes réflexes. Ouais. Non, juste on joue, quoi. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, moi je suis plus dans cette position-là, mais en même temps, moi je suis aussi enseignant, et dans le lycée dans lequel je bosse, on a monté un club de jeux de société. Et là, il y en a quelques-uns qui jouent déjà au jeu de rôle, mais j'ai aussi envie de leur faire découvrir des trucs. Donc là, par exemple, ce que je vais amener dans les prochaines séances, quand les plus intéressés reviendront de leur stage obligatoire, c'est des pour l'arène et jeux équivalents qui se jouent rapidement et qui peuvent permettre peut-être de donner un petit peu l'envie d'aller voir plus loin à certains, ou de voir qu'on peut jouer différemment, quoi. C'est intéressant que tu parles de pour l'arène, parce que des fois je me pose la question de faire découvrir à des gens le jeu de rôle, des gens de mon entourage mais qui sont pas rôlistes, on va dire. Et celui-là il revient souvent dans ma tête, et après tu sais ce que je me dis? Après je me dis, mais en fait si je dis aux gens ça c'est du jeu de rôle, bah ils comprendront pas quand ils verront les autres. Il y a que pour la reine et les descendants de la reine qui qui ressemblent à pour la reine et les descendants de la reine, tu vois ce que je veux dire? Et je me pose la même question, où pareil, je me dis, des fois je prends avec quelqu'un un jeu qui est rapide à jouer et rapide à expliquer, et que j'aime beaucoup et qui se joue à deux, c'est La Clé des Nuages. Oui. Et mais je me dis, c'est tellement particulier comme jeu de rôle, même si il y a des principes communs bien sûr, que si je leur montre ça et après je leur dis, bah tu viens, tu veux voir, on joue, je sais pas, à Shadow Dark, tu verras, c'est un jeu de rôle aussi. Ils vont être surpris. Ils vont être surpris quand ils vont tirer leur personnage et qu'ils vont explorer un donjon, quoi, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment, premièrement, ta responsabilité de donner une image de ce que serait le jeu de rôle, alors que c'est une pratique multiforme? Moi, ce que je ferais, ce que j'essaye de faire dans ce cas-là, c'est simplement dire, voilà, c'est pas la pratique majoritaire, mais ça a l'avantage d'être rapide et de vous montrer un certain nombre de processus de pensée dans le domaine. Donc allons-y, et puis si on a plus de temps un jour, on fera un autre jeu. Et finalement, c'est peut-être la réponse à ta question, Brocknar, hein, c'est de pourquoi se limiter à un jeu, quoi? Pourquoi se limiter à un modèle? Pourquoi ne pas présenter aujourd'hui je vous fais ça, ça vous plaît, oui, non, qu'est-ce qui vous a plu? Peut-être que si on a l'occasion de refaire une fois, on fera autre chose. Et puis c'est pas de notre responsabilité de... Enfin, on n'est pas là pour endoctriner les gens et les amener dans notre secte rôliste, quoi. On est là pour passer a priori, on est là pour passer un bon moment avec eux autour d'une passion qu'on a. Ouais, j'en suis à peu près là d'ailleurs dans la réflexion, c'est-à-dire de me dire un burst ou un one shot. Pour le coup, j'avais pris le truc de chez Ido, je sais pas si c'est le meilleur pareil pour commencer, mais bon, je pense que j'en suis là. Ouais, ça, ou alors après, je m'étais dit, je me fais un duo Dog Eat Dog, et puis après, je leur montre. Et après, je leur montre Ten Candles, et puis je leur dis que c'est ça le jeu de rôle, et puis je quitte leur vie. Dog Eat Dog, c'est l'initiation. Warhammer, évidemment. Non, ça, c'est la vie, c'est pas pareil. Ouais, ben voilà, moi, c'est là que j'en viens. C'est participons ensemble à une expérience dans laquelle on raconte une histoire. Si vous voulez quelque chose qui ressemble plus... Tu peux t'appuyer sur la culture des jeux de plateau des gens, en fait. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus abstrait, ou est-ce que vous voulez vraiment du concret, où vous allez suivre les stats de votre personnage façon jeu vidéo? Le jeu de rôle a suffisamment intégré la culture pop commune pour que les gens aient quand même une idée de ce à quoi s'attendre. Et les gens qui n'ont jamais essayé, soit ils veulent essayer, ils viennent te voir, ou en tout cas, dès qu'ils ont l'occasion, ils essayent. Soit ils se sont dit, ouais, c'est pas mon truc. Et là, leur montrer des choses alternatives, peut-être que c'est un moyen de leur montrer que il y a aussi d'autres possibilités. Mais encore une fois, si c'est avec des gens que tu apprécies et tu veux vraiment partager des moments avec eux, tu discutes et tu trouves une solution pour partager ça. Si c'est initier des inconnus, oui, c'est différent. C'est autre chose. Oui, c'est radicalement différent, bien sûr.
Ouais, dans ce dont on a parlé, le truc qui revient quand même, quel que soit le type de jeu, le dispositif, la proposition, c'est la simplicité. C'est-à-dire que moi aussi, un des trucs qui me vient en tête et qui est du coup ressemble peut-être plus à la culture de jeu de rôle dominante, à ce qui se fait ailleurs, au tradi, etc. C'est des fois je me dis, bah si quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle, j'ai envie de lui faire essayer à plusieurs, et qu'en plus on rigole un peu, parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté, tu vois, attirer les gens dans un jeu sérieux, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais voilà, c'est encore un peu plus de friction, tu vois, d'aller vers le sérieux, le personnel, tout ça. Mais ouais, je pense beaucoup à Honey Heist, tu vois. Donc un jeu vraiment en une page, qui est rigolo, qui a les principes du jeu de rôle, qui a même des jets de dés, on est vraiment presque dans du tradi, quoi. Euh, Même s'il n'y a pas trop de scénar et qu'il y a pas mal d'impro, mais... Enfin voilà, donc... ouais, c'est surtout une question de simplicité aussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on n'est pas responsable de donner l'image de la diversité du jeu de rôle, machin et tout, mais... Ouais, tu vois... ça m'enjaille pas tellement non plus de... J'ai aussi l'impression d'aller dans la direction des a priori, tu vois. C'est-à-dire si les jeux de rôle, les jeux de rôle, les personnes s'imaginent que le jeu de rôle c'est Donjons et Dragons et que je leur fais jouer à Donjons et Dragons, bah je vais pas tellement, je vais pas tellement bousculer leur préconçu, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Et il va falloir qu'on se dirige vers une conclusion. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on se dise au revoir? Chaque point pourrait faire l'objet d'une discussion complète. Si on recentre un petit peu sur l'autorité, en fait, je pense que c'est un outil d'analyse des jeux qui est intéressant, mais que c'est pas nécessairement un outil de définition des jeux qui est intéressant. Si on analyse une partie, on peut voir comment concrètement l'autorité s'est répartie dans cette partie. Peut-être en tirer des conclusions sur le groupe, sur le jeu lui-même, notamment si le jeu prescrit une certaine forme d'autorité. Est-ce que c'est intéressant pour classer les jeux ? C'est tellement mouvant dans la façon dont va être interprété un même jeu et en fonction des thèmes que je suis pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr. Ce que tu me dis me fait juste penser à un petit truc, ça appelle pas une nouvelle discussion parce qu'on va pas avoir le temps forcément, mais ça peut être, tu dis, outil d'analyse partie a posteriori, ce qui s'est passé, etc. Du coup, ça me fait dire que ça peut être quelque chose aussi auquel penser pour le contrat social et pour le débriefing. Oui. Complètement. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas mal de dire aux gens aussi, bah voilà, on fait une partie de ce jeu et vous aurez le pouvoir de décider de ça ou ça, et pas de ça ou ça, ou au contraire... Voilà. En général, ça va avec l'explication du jeu, mais bon, ça va mieux en le disant, comme on dit. Et aussi de débriefing, c'est-à-dire, est-ce que vous avez senti que vous pouviez avoir autant, alors, gentilité, c'est une version restreinte, mais autant de possibilités de parler et que ce que vous disiez avait de l'importance au cours de la partie. Donc voilà, ça me fait penser à ça, juste. Et si je rebondis justement un tout petit peu là-dessus, Tout petit peu. Il suffit pas de déclarer. Non, mais vraiment un tout petit peu. Il suffit pas de déclarer que l'autorité va être répartie pour qu'elle soit effectivement répartie. Ah bah, et un des bons moyens de créer une réelle agentivité, c'est justement de ne pas simplement dire à chacun qui peut faire telle ou telle chose, mais d'acter qu'il le fait et de réintroduire les éléments introduits par les autres dans la partie. Voilà. Oui. Réellement, de concrétiser les propositions des autres. Voilà. Tu citais un exemple, Wagner ? Ouais, j'ai typiquement, a priori, en tout cas, de ce que moi j'en ai compris, Ten Candles, quoi. C'est-à-dire, c'est nécessaire à chaque tour de prendre la parole, et tout ce qui est dit est une vérité. Donc, de toute façon, tout le monde prendra la parole, et de toute façon, tout sera introduit. Oui, mais de pas chacun raconter son histoire de son côté, mais vraiment de reprendre les éléments. Parce que si tu es juste dans la situation où chacun dit des trucs de son côté, tu vas pas vraiment intégrer les... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, on est là pour raconter un truc ensemble, en fait. C'est ça qui est important. Et pour combattre le fascisme. Aussi. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Non, ben, évidemment, c'était un très vaste sujet, comme j'ai dit, donc on n'a pas eu le temps de tout creuser, c'est normal. Si ça nous fait penser à d'autres choses, ben, on les creusera, peut-être avec Sandrone, peut-être avec d'autres personnes, on verra. Mais c'est bien aussi, parce que bon, il y a aussi une histoire, voilà, du podcast Socium, et on est bien obligé de commencer, tu vois, à parler des trucs avant de creuser en profondeur chaque chose. Donc c'est pas mal aussi
il y a certaines choses dont on a parlé en détail pendant cet épisode, mais c'est pas forcément gênant aussi de parler d'un sujet assez vaste et dans sa globalité, avant peut-être de faire d'aller éventuellement sur des épisodes plus détaillés sur la question, tu vois. Voilà. Dans le dur. Comme Tu veux dire qu'un épisode de podcast n'est pas un avis définitif? Moi, ouais, S'il y a que moi enfin, qui ça parle, dépend. S'il y a que moi qui Voilà. parle. C'est ce que j'allais dire. Quand c'est nous qui parlons, si. D'accord. Il y a que les avis des invités qui sont pas définitifs. Prochainement, un épisode Ok. sur la police. C'est ça. Bon, on dit au revoir du coup. Eh ben, au revoir, Au revoir. merci Sandrone d'être passé. Ouais, merci C'était beaucoup. l'invitation C'était et la chouette. discussion. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confin sparirà.